La meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre de ses pairs. Et ça, c'est la conviction de mon invitée du jour. Elle est passionnée par les médias et la tech. Elle a lancé les EcoStart. Elle a co-créé et dirigé Vivatech, le rendez-vous mondial de la tech et de l'innovation. Aujourd'hui, elle est passée d'intrapreneur à entrepreneur au service d'une toute autre mission, réinventer la formation professionnelle avec sa boîte qui s'appelle Pollen. Son objectif, donner aux équipes et aux leaders les outils et les compétences pour naviguer dans un monde en perpétuelle évolution. Et derrière cette ambition, il y a donc Julie Ranty, une entrepreneure d'exception pas comme les autres. Et dans quelques instants, elle va nous livrer quelques ingrédients de sa secret sauce. Mais en attendant, je vais lancer le jingle. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au contenu Feuille Blanche, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton. À tout de suite. Feuille Blanche. 40 nuances de Sista. Salut Julie. Bonjour Solène. Je suis ravie de te retrouver à ce micro dans une ambiance un peu plus cocoon que la dernière fois qu'on a discuté. Dans un petit coin du hall 2 à Vivatech. Du hall 2 à Vivatech, il y avait un peu plus de monde autour de nous. Un peu plus de bruit. Et un peu plus de bruit. Donc là, voilà, on est le début d'année. On devait faire cette interview en fin d'année, mais je vais avouer, j'avais perdu ma voix, donc c'était un petit peu compliqué pour parler. Donc, on a décidé de remettre ça en ce début d'année. Et ce matin, j'ouvre mon LinkedIn et je vois un post de toi et je me dis, mais c'est formidable. Elle me fait le récap de l'interview que j'avais déjà préparée, mais du coup, j'ai pu mettre quelques chiffres Les petites anti-sèches. J'ai eu mes petites anti-sèches. Je me suis même dit, est-ce qu'elle a révisé et qu'elle a fait son post? Donc, tu faisais le bilan de l'année 2024 avec Pollen, en notant que vous aviez formé 7000 talents, que vous en aviez formé, inspiré et rassemblé. 800 entreprises qui ont été accompagnées, dont des noms prestigieux, L'Oréal, Doctolib, Canal+, Orange, Deezer. 250 trainers qui ont partagé leur expertise. Tu vas nous en parler. Bref, Pollen, c'est une nouvelle manière d'apprendre. Exactement. C'était notre première année complète, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu me prêter à l'exercice de faire un petit coup d'œil dans le rétro et de faire un premier bilan. J'ai lancé Pollen avec mon associé Olivier Xu, avec l'aide de Vincent Huguel, cofondateur de Malte, il y a 1 an et demi. Qu'on avait reçu à Vivatech d'ailleurs, Vincent. Ouais, c'est vrai. Et quand j'ai commencé à bosser avec lui, un des premiers trucs que j'ai fait, c'était d'écouter ses podcasts, et notamment celui-là, c'est pour en savoir plus sur lui. Et j'avais été très contente. Je m'étais dit, ok, c'est bon, ça a l'air d'être un mec bien, j'y vais. Et il avait choisi une super sista qui est Vera Kempf, qu'on a vu il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines chez Singular. Très bonne personne. Et donc Pollen, on l'a lancé il y a 18 mois avec l'ambition, tu l'évoquais tout à l'heure, de permettre à toutes et tous de vraiment se doter des compétences pour bâtir l'avenir. Et aujourd'hui, quand on parle de formation professionnelle, ça a tendance un peu à hérisser les poils des gens, où ils se disent genre, oh non, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, ça va être pénible. C'est un peu associé au vieux truc de ah bah c'est bon, cette semaine je suis en formation. Ouais, c'est ça. Ou je vais avoir le temps de préparer mon drive. Exactement. Et le formateur, ça va être quelqu'un qui n'a pas touché le terrain depuis 20 ans, qui passe les mêmes slides depuis 20 ans. Et nous, on a voulu casser tout ça. En fait, moi, je trouve que apprendre, c'est une des plus belles choses qu'on puisse faire, et on ne doit pas arrêter d'apprendre quand on sort d'école ou d'université. C'est quelque chose qu'on va faire tout au long de notre vie professionnelle, notamment parce que les nouvelles technologies font que la matière première sur laquelle on travaille et dans laquelle on évolue en permanence. La durée de vie des compétences aujourd'hui, c'est 6 à 18 mois. Donc, il faut en permanence se remettre à jour. C'est à la fois un impératif pour rester compétitif, pour que son entreprise continue de progresser, mais c'est aussi, d'un point de vue personnel, une formidable manière de grandir, de progresser, de se challenger, de s'épanouir. Moi, j'ai vraiment la conviction que plus on apprend, plus on se nourrit, plus on grandit, et plus on est heureux aussi dans la vie professionnelle comme personnelle. Et donc, j'ai voulu changer ce rapport à la formation. Je me suis dit, comment est-ce qu'on renverse la table là-dessus et comment est-ce qu'on redonne envie aux gens de se former? En fait, c'est en changeant les formateurs. Et parce que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre de ses pairs, de professionnels en poste qui ont les mains à l'établi, les mains dans le cambouis, et qui vont pouvoir partager des méthodologies concrètes. Aujourd'hui, tout le monde parle d'IA, mais il y en a très peu qui ont vraiment développé des projets à base d'IA significatifs et qui peuvent faire un retour d'expérience sur comment tu priorises, comment tu constitues l'équipe, quelle techno tu utilises,
comment tu déploies ça à grande échelle dans ton organisation. Et nous, notre rôle, c'est d'aller chercher les experts qui l'ont fait, qui l'ont implémenté, qui parfois se sont trompés, mais qui ont aussi défriché cette matière-là, qui vont partager non seulement leur expérience, mais aussi des apprentissages, des concepts, des méthodologies pour faire gagner du temps aux autres et pour leur donner envie d'emprunter ce chemin à leur tour. Et ces experts, c'est des gens en poste, des gens qui ont la même fonction, ou ont eu la même fonction que ceux qui vont apprendre. Et ça, c'est ça aussi le changement de paradigme. Exactement. C'est par exemple la patronne de la data et de l'IA de Malte qui a passé avant 10 ans dans la Silicon Valley chez Airbnb. C'est l'ancienne VP marketing de LinkedIn. C'est le patron du produit chez Blablacar. C'est le patron du marketing chez Reebok. C'est ce genre de personnalités qui ont envie de transmettre, qui ont une expérience significative et qu'on accompagne grâce à notre méthodologie pour devenir d'excellents formateurs, en plus d'être d'excellents professionnels. Cette idée que tu as eue de changer finalement le formateur, c'est-à-dire que tu as pris le problème et tu as dit on va changer une équation du sujet, tu t'es inspiré de modèles qui existaient ailleurs. Comment c'est venu en fait ? Déjà, c'est beaucoup venu de mon expérience et de ce que j'ai construit et observé à Vivatech. Une de nos missions, et avant, quand j'étais aux Échos, et c'est pour le coup, je pense que c'est vraiment un fil rouge de mon parcours, c'est de dire comment est-ce qu'on aide à décrypter le monde qui nous entoure, comment est-ce qu'on aide à comprendre les mutations qui sont en cours, comment est-ce qu'on met en avant des rôles modèles qui vont donner envie d'avancer, de se lancer, comment on les identifie, comment on les accompagne pour partager leur expérience. Et à Vivatech, je voyais à quel point nos conférences avaient de l'impact, avaient du sens, mais parfois tu restais un petit peu sur ta faim en disant « Ok, ça c'est génial, c'est hyper inspirant, mais maintenant il faut que je passe à l'action. » Il faut que je passe à l'action et du coup, il me manque... ça a duré une demi-heure. En fait, j'aurais bien passé une journée, une demi-journée entière avec cette personne. Et en fait, c'est en partant de ce constat-là et en voyant aussi à quel point il y avait une crainte aussi à la fois de la part des talents et des entreprises de dire comment est-ce que je fais pour pas me laisser dépasser par les évolutions technologiques, les changements de paradigme aussi, les nouvelles contraintes environnementales qui imposent de repenser les modèles. Et donc, tous ces changements autour de nous qui nécessitent de se réinventer. Et donc, c'est beaucoup en partant de ça et en tirant le trait sur ce que j'avais fait avant que on a imaginé le concept de Pollen. Beaucoup en échangeant avec Vincent aussi de Malte sur le modèle de marketplace. En fait, tu mets les talents au centre, lui met les freelances au centre. Nous, on a voulu mettre les experts, les formateurs au centre. Et puis, en regardant aussi quelques modèles aux US, notamment un modèle qui s'appelle Maven, qui s'est développé là-dessus, même si le rapport à la formation aux États-Unis est très différent. Oui. C'est beaucoup moins pris en charge par les entreprises. C'est beaucoup plus une approche B2C, très individuelle, beaucoup plus sur des sujets aussi de... personal finance, tu viens sur des sujets comme ça. Peut-être il y a une appétence plus grande pour dire je continue de me former. Je pense. Que dans la culture peut-être française où tu vois justement ce côté de la formation qui est un peu pendant longtemps un peu le passage obligé ou le truc on dit faire de la formation. Tout à fait. Mais un truc qu'on a voulu ajouter en plus aussi avec Olivier, mon associé, c'est aussi de se dire la formation, c'est aussi un moment de partage, de rencontre. Et ça passe aussi beaucoup par du présentiel. Ouais. Et ça, c'est une différence fondamentale avec les États-Unis et les modèles qui existent aux US. Mais c'est aussi un peu hérité de mon passé à Vivatech où moi, j'ai toujours aimé rassembler des gens. Tu rassembles des gens dans une même pièce qui partagent plus ou moins les mêmes enjeux, les mêmes challenges. Et il se passe toujours des trucs incroyables. Et donc, on a voulu, alors on forme souvent des sujets très tech, très digitaux, mais on le fait de manière... en tout cas sur le papier, qui peut sembler traditionnel, en présentiel. Parce que c'est comme ça que tu captes l'attention des gens, c'est comme ça que tu crées des échanges aussi entre les différents participants, parce que dans une formation Pollen, tu apprends beaucoup de l'expert qui est le formateur, mais tu apprends aussi beaucoup des gens qui sont autour de la table avec toi. Il y a de l'intra et de l'inter. Exactement. Intra-entreprise, inter-entreprise, pardon. Intra-entreprise, par exemple, chez L'Oréal, on va former... Que des gens de L'Oréal sur un sujet donné, adapté à sur leur niveau de maturité, leurs problématiques. Mais on fait aussi, nous, toutes les semaines, on a 4 ou 5 sessions Pollen qui
sont ouvertes à toutes nos entreprises clientes qui achètent des crédits pollen, qu'elles dispatchent à tout ou partie de leurs collaborateurs et qui vont dire moi, je veux me former sur comment je construis ma roadmap produit avec le patron du produit de Blablacar. Okay. Moi, je veux me former au storytelling avec une journaliste américaine qui est une géniale entrepreneur et qui va partager sur comment est-ce que tu construis ton narratif pour avoir de l'impact et des techniques sur comment délivrer ton discours aussi pour capter l'audience. Une autre session sur la négociation. Et tout ça, tu vas avoir des talents qui viennent de Doctolib, Orange, Welcome to the Jungle, Carrefour, qui vont se retrouver l'espace d'une journée voilà, et faire ces ateliers ensemble, co-créer ensemble, trouver des solutions ensemble, échanger sur leur manière de faire et apprendre des uns des autres et créer en fait une communauté apprenante qui souvent se poursuit même bien au-delà de la formation. Et ça, vous l'animez ou pour l'instant vous le laissez aux mains de ceux qui étaient les 10 qui étaient à la formation, je sais pas combien ils sont, à la session, ils ont fait leur petit groupe WhatsApp de leur côté ou... Alors, on commence à l'animer au travers d'événements réguliers qu'on organise dans l'année. Comme celui avec Nathalie Bellard. Exactement. On organise des master sessions, donc on invite des super intervenants. On a eu la chance d'avoir Maurice Lévy, on a Nathalie Bellard dans 3 semaines, la femme qui a fait toute la transformation de la Redoute. Très bon podcast sur 40 nuances de Sister aussi. Elle est géniale, elle est géniale. On a eu Alex Daillon, le numéro 2 de Salesforce, qui a un petit Frenchie, qui a vendu sa boîte à Marc Benioff et en fait qui a vraiment été une des chevilles ouvrières du succès de Salesforce pendant 15 ans, qui nous a partagé un peu ses recettes sur comment tu construis un SaaS, comment tu construis ton go-to-market aux US, et puis sa vision aussi du différentiel d'écosystème entre les US et l'Europe. On va avoir Clara Chapaz dans peu de temps aussi sur l'IA. Et donc, on invite nos apprenants à participer à ces événements-là. Donc, c'est des manières de les rassembler tout au long de l'année. Et sur Pollen, on a un espace apprenant, donc là, en version online, où ils peuvent continuer à dialoguer, à partager. Mais ça fait partie des chantiers 2025 et sans doute 2026, de continuer à nourrir la relation avec nos apprenants post-formation et d'ancrer l'apprentissage. Parce qu'on sait que qu'il y ait du repeat aussi. Exactement. Oui. Mais du repeat d'un point de vue business et de l'apprentissage qui soit ancré, parce qu'on sait que pour générer de l'apprentissage, il faut de l'émotion, il faut que ça fasse écho à tes problématiques et que ce soit ancré dans le quotidien. Donc ça, ces deux cases-là, on les coche très bien. Il faut 3 de la pratique et il faut 4 de la répétition. Et donc ça, c'est un point sur lequel on a beaucoup envie de travailler dans les années à venir. C'est ce qu'on dit aussi aux enfants, et pas qu'aux enfants d'ailleurs, quand on apprend, il faut répéter. Exactement, faire des erreurs, c'est pas grave, mais tu remontes sur ton vélo et tu retournes. Tu disais quand on a échangé, donc je disais, on avait échangé à Vivatech au mois de mai, parce que cette année c'était en mai, grâce au JO. On avait avancé un petit peu cette date emblématique. Et tu disais, pour moi, la transmission ne peut se faire que par un être humain. Une machine peut nous apprendre des choses, mais en fait, l'émotion dont tu parlais, elle est primordiale dans la transmission et dans le fait d'apprendre. Oui, tout à fait. Moi, je pense que l'IA, ça va apporter beaucoup de choses sur l'aide à la création de contenu, la création d'exercices, et que ce soit dans la formation professionnelle comme dans la formation initiale pour les enfants. Il faut qu'on s'en empare. Ça t'apporte des solutions de suivi personnalisé de tes apprenants. Quand on pense sur l'éducation nationale, tout ce qu'il y a à faire, imagine si chaque enfant demain avait un tuteur individuel personnalisé, adapté à son niveau, son mode d'apprentissage. Ce serait génial, et ce serait aussi génial pour qu'il y ait une encore plus grande égalité des chances, je pense, dans l'école aujourd'hui, puisque certains ont les parents qui les suivent à la maison, d'autres non. Donc, et dans la formation professionnelle, c'est pareil, d'avoir ce suivi individualisé, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Néanmoins, l'apprentissage, pour qu'il y ait le déclic au début, pour donner l'envie d'apprendre et pour réussir à se projeter, pour capter l'intérêt aussi, parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité, on a tellement de choses à faire, que déjà de conserver du temps pour apprendre et de préserver ces moments-là, c'est un immense pas à faire. Et en fait, de le faire avec un homme, une femme qu'on trouve inspirant et qu'on du vécu, des erreurs, des réussites, des succès à partager, tout de suite, ça parle beaucoup plus et ça en fait une expérience qui est en plus profondément impactante, inspirante, qui te sort de ton quotidien et qui te nourrit tout au long de ta vie professionnelle. Et puis tu mémorises mieux.
Ah bah tout à fait. Aussi. Est-ce que toi, t'en as testé? J'en fais tout le temps des T'en fais sessions tout le temps globalement, un des principes dans l'équipe, c'est d'en faire au moins une fois par mois. Ok. À la fois pour tester le format, challenger. Est-ce que le rythme est le bon? Est-ce que le temps de conversation, d'échange entre les apprenants est le bon? Est-ce que la partie théorique versus la partie partage d'expérience, est-ce qu'on a trouvé le bon équilibre? Est-ce que les exemples choisis sont les bons? Donc, ça, c'est toujours un challenge qu'on a. Est-ce que le formateur aussi, parce qu'en fait, il suffit pas d'être un bon expert, il faut être un très bon pédagogue, exactement. Donc ça, on le challenge beaucoup dans l'onboarding, à la fois dans l'entretien de recrutement qu'on fait de nos experts. Évidemment, on va tester ça. Mais c'est quelque chose quand même qu'on mesure pendant les premières sessions. C'est vous qui allez les chercher ou vous avez des demandes entrantes aujourd'hui? On a beaucoup de demandes entrantes, mais concrètement, je pense qu'on doit garder moins de 5% des... Oui, parce que vous avez quand même des critères assez stricts. Assez stricts, exactement. Qui sont les trainers. Ouais, faut avoir au moins 7 ans d'expérience sur le sujet sur lequel tu veux proposer un training. Faut être approuvé, en tout cas avoir des recommandations d'au moins 3 personnes avec qui tu as travaillé, tes managers, tes pairs ou des gens que tu as encadrés, venir d'une entreprise qui est référente sur la thématique sur laquelle tu as envie de développer une session avec nous. Et puis souvent, on prend des recommandations de cabinets de chasseurs de tête, d'investisseurs. Il y a quand même tout un gros travail de vérification du profil et de la solidité de l'intervenant en amont. Et après, 5 étapes d'onboarding pour l'aider à préparer son contenu sur la méthodo, la structure d'une session pollen, et pour l'aider à délivrer son contenu aussi. Et comment tu animes soit une masterclass online où tu as 1000 participants, soit une salle dans laquelle tu as 12 personnes, mais que tu dois tenir pendant une journée. Et ça, c'est une des grosses motivations de nos experts. C'est 1, l'envie de transmettre, 2, l'envie d'apprendre à apprendre. Parce qu'en fait, ça, c'est une qualité fondamentale pour tout être humain. Enfin, tout à fait. À la fois dans ta vie perso, mais aussi dans ta vie professionnelle. En fait, demain, un bon manager, une de ses qualités premières, ça doit être de savoir apprendre à apprendre, de savoir exercer son esprit critique. Et c'est pas seulement d'être un expert technique d'un sujet donné, parce qu'en fait, les compétences techniques sont de plus en plus commoditisées avec en fait, ChatGPT et globalement l'IA. Ça rend les compétences techniques beaucoup plus accessibles à tous. Ouais. Donc, il faut savoir les utiliser, et ça, c'est un impératif pour tous. Mais derrière, ce qui nous différencie et ce qui fait notre valeur de manager, c'est notre leadership, notre créativité, notre esprit critique, notre empathie. D'émotion, notre empathie, etc. Exactement. Oui, on a tous en souvenir un prof un peu très expert, mais un peu robot ou un peu seul dans son expertise. Et généralement, c'est pas celui qui nous a le plus transmis. Non, généralement, c'est pas celui qui nous a le plus transmis, dont on garde un souvenir mémorable. Enfin, si, on s'en souvient, mais pas pour les bonnes raisons. Pas pour les bonnes raisons, non. Pas pour les bonnes raisons. Et alors, parmi toutes ces formations pollen que toi, tu as faites, lesquelles t'as adoré? Lesquelles tu recommandes? Il y en a une sur la négo qui est géniale, avec plein de cas très concrets sur en fait comment tu abordes la négociation comme un partenariat win-win des deux côtés. Et comme en plus, moi côté pollen, je suis plutôt côté commercial et marketing, mais c'est toujours très bien de se remettre un peu sur ces sujets-là. Dans ces situations-là. Récemment, j'en ai fait une sur l'IA appliquée aux sales, qui est top, sur comment tu gagnes un temps incroyable. Quand tu es sales, tu passes beaucoup de temps à remplir HubSpot, tous tes champs CRM, à challenger tes équipes pour être sûr qu'ils le font, mais du coup, à toi le faire beaucoup aussi, puisque tu as quand même un petit devoir d'exemplarité en tant que manager. Et donc, comment ces outils-là peuvent te permettre de vraiment gagner du temps et encore une fois, derrière, du coup, de te concentrer sur la valeur ajoutée qui est la compréhension des besoins de ton client, la création d'une relation de confiance, l'accompagnement. Voilà, donc celle-là, elle était top. Celle sur le storytelling que j'évoquais, c'était une des premières. Enfin, je pense que c'est même la première formatrice que j'ai onboardée. C'était grâce à Fred Mazella qui m'avait connectée à elle. Elle s'appelle Jamie Wong. On a des super sessions avec elle sur le storytelling et on a beaucoup travaillé sur le storytelling de pollen avec elle au début. Et créer une marque distinctive avec Marion de Robillard, qui est la CMO de Conto. C'est une des toutes premières que j'ai faites aussi et qui était très inspirante sur comment tu crées une marque avec de l'aspérité, tu crées un tone of voice qui est propre et comment est-ce que c'est un asset que tu crées
dès le début et qui est fondamentale et qui te servira sur le long terme. Sur le long terme, exactement. Ça, c'est souvent un investissement, je prêche pour ma paroisse, qui est un peu sous-estimé en disant « Ouais, je ferai ça après, et j'ai un nom, un logo, c'est bon. » Et en fait, non, ça va un peu plus loin que ça, le fait de structurer sa marque, et c'est assez structurant pour le développement de ton business aussi. Bah, tout à fait. Comme nous, notre positionnement, enfin notre angle, notre parti pris, c'était de se dire on veut réenchanter l'information. Aujourd'hui, la formation, c'est pas sexy, c'est chiant, ça donne envie à personne. Bah, t'as besoin de construire une marque très forte qui te montre que si, ça va être aspirationnel, tu vas redonner envie aux gens de se former. Et du coup, pour les entreprises, ça va être un super vecteur, évidemment de performance, mais aussi beaucoup de fidélisation des talents, d'attraction des talents. Et ça va plus être juste le truc imposé parce que il faut le faire. C'est réglementaire et tu dois faire X heures de formation pour tes talents par an. Non, il y a beaucoup plus à tirer de la formation que ça. Que cette partie-là. Est-ce que le fait justement d'avoir changé le trainer, enfin le formateur, et d'avoir choisi finalement des personnes qui ont réussi, et donc qui sont des rôles modèles, ou en tout cas des gens dont on a entendu parler ou qu'on a peut-être vu déjà passer sur LinkedIn, ceux qui veulent être formés, les trainees, vous dites comment dans les apprenants. Les apprenants. Est-ce que les apprenants sont prescripteurs auprès de leur entreprise? Est-ce que vous avez déjà réussi à faire en sorte qu'ils disent non, mais plutôt que ta formation à l'Institut Bip Bip qui est là depuis des années, et ce que tu disais tout à l'heure, où le mec que je vais avoir en face de moi, il n'a pas été sur le terrain depuis 25 ans, je préférais là parce que là, je vais avoir la personne chez Conto qui gère ce sujet précisément. Ouais, exactement. Ça a été un de nos partis pris sur le go-to-market initial. C'est de s'adresser aussi aux apprenants, donc à l'utilisateur final, pour que lui soit force de proposition auprès de son manager ou auprès de ses RH pour proposer Pollen. À la fin, le persona qui achète, c'est quasiment tout le temps le RH ou le manager, parfois les CDO, CTO, parce qu'on a beaucoup de sessions sur les sujets IA, data. Mais la demande de Pollen vient, je dirais, dans un tiers des cas des utilisateurs finaux qui découvrent Pollen sur les réseaux, qui découvrent Pollen au travers de nos communications, de celles de nos trainers, des événements qu'on organise, qui se disent en fait cette personne je la suis, je sais qu'elle est référente dans mon métier, j'ai toujours rêvé de lui parler, génial, j'ai envie de participer à sa session. Et les trainers sont ambassadeurs finalement aussi du programme. Exactement, parce que eux-mêmes sont en fait très sollicités par les gens qui est-ce que tu as du temps pour un café, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ci, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait ça, et ils ont du mal à répondre à toutes les demandes qu'ils ont, et nous on les aide non seulement à structurer leurs connaissances, leur expertise, mais aussi à avoir un canal pour répondre à ces sollicitations-là, et du coup à transmettre plus largement ce qu'ils ont fait. Et ça a été facile de les convaincre au début? Franchement, les trainers, je pense que le fait qu'on ait au début, tu vois, une petite dizaine, un noyau dur qu'on a construit au début par notre réseau, nos connaissances, qui nous avaient rejoints et qui étaient des personnalités expertes reconnues dans leur domaine, venant de, je le disais tout à l'heure, Blablacar, Conto, L'Oréal, des belles marques de la tech, Doctolib, exactement, ou l'entrepreneur américaine, ça nous a beaucoup crédibilisé. Et je pense que la proposition de valeur qu'on avait pour les trainers, la méthodologie très robuste qu'on avait pour les accompagner, ça les a convaincus. Donc on a d'abord construit l'offre. Si tu le regardes un peu comme une marketplace, même si on n'est pas vraiment une marketplace aujourd'hui, mais tu as quand même les deux faces de Pollen. Les fameux marchés bifaces. Exactement. donc sur ta partie offre, nos trainers, nos formateurs, on a d'abord construit ça, puisque c'était notre parti pris initial. Tu vois, c'est de dire, en fait, on renverse le marché de la formation en changeant l'offre, en changeant les formateurs. Donc on a été chercher les meilleurs de ce côté-là, et après on a été chercher les clients avec une double approche, et côté apprenants, utilisateurs finaux, et côté RH, prescripteurs dans les entreprises. Ce qui faisait double travaux marketing. Tout à fait. Et ce qui parfois nous rend un peu schizophrènes sur à qui on s'adresse, je parle, comment je fais. Est-ce que je parle au RH, est-ce que je parle au RH, est-ce que je parle au end-user? On navigue à peu près, on y arrive à peu près. On n'a pas 100% tranché sur tout, mais je pense que chacun y trouve son compte. Chacun y trouve son compte et se retrouve dans les différents partis pris. Vous avez eu des objections particulières ou pas? Les objections, c'est comment tu s'assures qu'il y a un bon expert et un bon formateur.
Et c'est là où l'importance de notre onboarding en 5 étapes, de notre méthodo joue beaucoup. Et c'est quelque chose sur lequel un des chantiers de 2025, c'est comment on utilise encore mieux l'IA là-dedans pour accompagner les trainers et pour avoir vraiment des assistants de création du contenu et des sessions avec eux, et des assistants qui peuvent même derrière les aider à s'entraîner dans la delivery de leur cours. Donc ça, c'est un chantier qu'on a. Mais oui, ça, c'est une des premières questions qu'on peut avoir. La deuxième, c'est comment on les identifie, comment est-ce qu'on va les chercher. Et donc là, notre méthode de screening, qui s'apparente, je pense, à pas mal de méthodos des cabinets de chasse de tête, je pense qu'elle est assez robuste aussi. En témoignent les taux de satisfaction qu'on a. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction qui est de 4,8 sur 5, donc qui est un des meilleurs du marché, donc qui nous conforte dans ces méthodes-là. Et après, on a pas mal de questions sur mais le présentiel, comment c'est scalable. En fait, on sait faire à la fois et du présentiel et du distanciel. Et tu vois, par exemple, du digital. Non, alors ça, on évite. Non, en revanche, on évite de faire de l'hybride. C'est un peu galère. Moi, pour déjà avoir animé des formations comme ça, où t'en as qui sont... C'est compliqué, en fait, de donner la même intensité. Soit tu fais tout le monde en digital, soit tout le monde en présentiel, mais c'est compliqué. On a fait un énorme programme chez Docto sur comment tu construis des produits à base d'IA. On a formé 700 personnes en France, en Allemagne, et à Levallois et dans toute la France. Voilà. Et en fait, on a fait du présentiel et de l'online, mais en séparant. Certaines sessions étaient 100% en présentiel. Comme ça, tu es concentré sur ceux qui sont là. Et d'autres sessions étaient online, et où là, en fait, tu utilises des modes d'interaction qui sont différents. Tu vas avoir plus... c'est beaucoup plus rythmé, tu vas avoir plus de moments de quiz, parce que tu as encore plus un challenge pour l'attention. Tu es à 3 pixels de l'autre onglet où il y a leur mail, Slack. C'est ça. Et donc, il faut vraiment les garder, quoi. Et c'est là la différence entre suivre une conférence où tu es finalement en passif et être dans une formation où c'est pas la même chose, les interactions. Où tu dois être beaucoup plus actif. Et puis regarder le regard de celui qui n'a pas compris ou... capter les signaux faibles qui sont... En parlant de signaux faibles, transition toute faite, j'imagine qu'il y a des tendances à certains moments. Alors, vous n'avez pas 10 ans d'expérience, mais vous pouvez voir les tendances sur, par exemple, à un moment, des pics de demande de formation sur un sujet particulier. En ce moment, c'est quoi le sujet qui est demandé systématiquement ? Je pense que c'est en 2 lettres. Voilà, exactement. Je pense que tu peux le deviner assez vite. Ça commence par un I, ça finit par un A. Mais notamment, de manière plus concrète, je pense qu'il y a eu une première phase sur aider à comprendre l'IA, comment ça va transformer mon organisation, c'est quoi l'IA, c'est quoi la Gen AI, c'est quoi le deep learning. Donc, première phase, décryptage. Très pédagogue sur ce qui se passe. Là, on est dans une deuxième phase sur, OK, j'ai compris plus ou moins ce que c'était. Je vois que de plus en plus de personnes autour de moi se l'approprient et que ça permet de gagner en productivité. Mais concrètement, moi, comment en tant que RH, comment en tant que responsable marketing, comment en tant que responsable finance, je l'utilise au quotidien. Comment est-ce que je prompte pour que ce soit efficace. Et donc, comment est-ce que je prompte, comment est-ce que je prends en compte le contexte, l'output attendu, le ton, le format. Donc, on a plein de méthodos pour apprendre à bien prompter et à faire en sorte que chacun reparte avec des use cases concrets. Sur les RH, par exemple, c'est comment est-ce que j'arrive avec l'IA à faire le mapping des compétences dans mon organisation et créer une ontologie de compétences et un plan de développement. Sur le marketing, ça va être beaucoup autour de la rédaction, du copywriting et sur l'automatisation de plein de process quand il s'agit de générer des MQL pour tes sales. Et donc, tout ça, à la fin de chaque formation du Coupolène IA appliquée au métier, tu repars avec du prompt, des techniques de prompting adaptées à des use cases métiers. Et ça, c'est beaucoup ce qui est demandé. Et en parallèle de ça, et c'est aussi quelque chose qu'on pousse beaucoup, nous, chez Pollen, deuxième grande famille de thèmes sur lesquels on forme, c'est toutes les compétences liées au leadership. Parce qu'en fait, oui, alors demain, on va tous devenir plus techniques sur l'IA et beaucoup mieux équipés, beaucoup mieux structurés. Néanmoins, je le disais un peu en introduction, ce qui fera la différence en tant que manager, en tant que leader, c'est notre capacité à emmener nos équipes, à créer une vision, à générer de l'adhésion, à avoir de l'esprit critique aussi, parce que ChatGPT, il est génial, mais il raconte aussi parfois beaucoup de bêtises. Donc, comment est-ce que j'arrive à le challenger, à prendre du recul par rapport à ça, à générer de la créativité
en dehors de simplement ChatGPT. Et tout ça, c'est des compétences sur lesquelles on met beaucoup l'accent, on incite beaucoup nos entreprises partenaires à se former et sur lesquelles il y a aussi pas mal d'écoute. Et le format, la manière dont on l'envisage, nous, tu as des formations dans le management, il y en a 1000. Mais en fait, la manière dont nous, on l'aborde, en fait, d'avoir quelqu'un, par exemple, nous, on a une des formatrices, elle a passé 20 ans chez Malte, LinkedIn, Mixpanel. En fait, quand elle te raconte ce que c'est que de donner un feedback et qu'elle te raconte, voilà, alors moi, là-dessus, je m'étais complètement trompée. J'avais fait un feedback sandwich. Tu dis un truc bien, un truc mauvais, un truc bien. En fait, ça noie complètement ton mauvais feedback. Et du coup, elle racontait, j'arrivais pas à voir pourquoi est-ce que j'arrivais pas à avoir un impact comme ça sur mes équipes. Pourquoi ça n'avait pas le résultat escompté. Et après, elle te raconte, à contrario, voilà, la méthode que j'utilise maintenant, voilà, tout ce qui a changé. En fait, tu t'identifies, elle te partage des situations concrètes. Et du coup, c'est un vrai plaisir. Dans lesquelles tu peux te retrouver. Exactement. Et te dire, tiens, la prochaine fois, je ferai comme ça, ou la dernière fois, j'ai fait comme ça, je comprends ce qui n'a pas marché. Exactement, ouais. Exactement. Donc, on insiste aussi beaucoup sur les formations en management et leadership. Et vous faites du sur-mesure aussi pour certaines entreprises? Ouais, beaucoup. L'Oréal, par exemple, qui est un de nos plus gros clients, c'est du sur-mesure pour, par exemple, les hauts potentiels, les futurs dirigeants de marques qui veulent se projeter sur à quoi ça va ressembler le e-commerce en 2030. On va créer un cycle sur mesure pour eux en disant, voilà, comment on sait vendre sur TikTok, comment l'IA transforme la manière de communiquer, comment l'IA transforme la manière de recruter des talents et de structurer des équipes. Et donc, on crée des formats 100% sur mesure pour eux. Est-ce que tu as une anecdote d'une demande qui a été un des plus gros challenges? Parfois, j'ai l'impression que chaque nouvelle demande en est une. L'Oréal, c'est un des clients les plus challenging et les plus exigeants. Et je pense que ça a été un de nos premiers clients. Donc, la première édition de leur séminaire au potentiel sur le e-commerce. C'est le client à qui tu dis oui, pas de problème, on sait faire. Exactement. Et puis après, t'es là, alors, voyons, comment est-ce qu'on fait ça avec tu sais, ce questionnement de, OK, donc on a 6 mois d'existence, c'est génial de déjà bosser avec L'Oréal, mais est-ce qu'on est prêt Et donc, là, on s'était mis en mode machine. Pour faire un truc qui soit absolument nickel, parce que je pense que, surtout quand tu fais de la vente grand compte, il faut pas louper ta première impression. Et qu'après, une fois que tu réussis à faire un truc, il faut mieux en faire au début, moins mais mieux, que d'essayer de, je pense, répondre à tout et du coup diluer ta qualité. Ça, pour le coup, je pense que c'est un truc que j'ai vachement appris de mes expériences précédentes et de la relation avec les grands comptes. La confiance, le niveau de qualité est fondamental. Donc ça a été un de nos plus gros challenges, mais on a réussi puisqu'on les accompagne pour la 2e édition de leur séminaire, là en mars prochain. Tu parles des grands comptes, c'est souvent un sujet que j'aborde avec mes invités dans la tech, qui est quand ils ont affaire aux achats. C'est des gens avec qui tu parles aussi, ou toi tu passes avec la RH et puis après les achats, parce que c'est pas les mêmes créneaux, filières, budget, je sais pas comment. On est beaucoup avec les RH aujourd'hui. Après, j'ai envie de te dire que je rêve de très bientôt parler aux RH, parce que ça veut dire qu'on aura passé des enveloppes budgétaires, tu vois. Les achats, tu veux dire? Oui, j'ai dit quoi? RH. Non, je rêve de bientôt parler aux achats, parce que ça veut dire que tu passes des fourchettes budgétaires qui font que les RH ne peuvent plus décider seuls et qui doivent mettre d'autres personnes dans la boucle, notamment les achats pour négocier. Donc, comme j'ai fait la formation Pauline sur la négociation, je saurais très bien donc, messieurs, négocier avec les achats. Si vous nous écoutez, soyez prêts. Julie est prête. Donc, ça vient petit à petit, mais ça commence à être sur des très, très gros paniers. Donc, je nous le souhaite fortement. Mais je pense que ce sera plus, tu vois, sur les sujets 2026-2027. Je pense que c'est le moment de te lancer une première question surprise. Vous avez un message. Salut Julie, c'est Olivier. Ma question pour toi est la suivante. Si tu pouvais choisir une personne, vivante ou disparue, pour rejoindre les traîneurs, les experts de pollen, laquelle choisirais-tu ? Olivier, c'est mon associé dont je parlais tout à l'heure. C'est une très bonne question. En plus, comme il est en charge de... c'est lui qui doit dénicher les plus belles pépites, les talents. C'est une très belle question. Ça va être un peu
un peu classique, je dirais, comme réponse, mais une des personnes, je pense, en tant qu'entrepreneur, de qui on a le plus à apprendre, t'as un Steve Jobs. En plus, parce que je pense que c'est un sujet sur lequel, moi, personnellement, je dois travailler, c'est les sujets de simplicité. Et c'est marrant parce que c'est un des trucs qu'on nous a beaucoup répété sur Pollen au début. Soyez simple sur la promesse, la proposition de valeur, la cible. Et j'avoue que moi, j'aime bien essayer plein de choses à la fois, toujours plein d'idées, mais il faut souvent rationaliser, prioriser. Et donc, moi, personnellement, aussi pour moi, pour la suivre, par ailleurs, j'aime beaucoup suivre nos formations Pollen, sur la priorisation, la simplicité pour répondre parfaitement aux besoins de tes utilisateurs. Et en même temps, tout en ayant cette capacité d'innover en permanence, mais qui ne soit pas un défocus, qui soit un incrémental de ta proposition de valeur initiale, et qui vienne que la renforcer, la nourrir et la sublimer. Eh bien, Olivier, avec ça, il va falloir que tu trouves good luck, l'expert qui va pouvoir répondre, parce que là, ça va être compliqué de faire avec un hologramme éventuellement. Un hologramme et de l'IA. Voilà, qui sait. Exactement, une perruque. Pollen, dans les prochaines années, tu le vois comment ? Déjà comme une très belle aventure. Ouais. Non, franchement, Vous avez des velléités internationales Ouais. Déjà vraiment comme un acteur, je pense, de référence sur le marché. Le marché de la formation aujourd'hui, c'est un marché qui est hyper éclaté. Il y a 80 000 organismes de formation en France. Le leader, c'est Gauss, sur lesquels on a quand même pas mal de points à challenger, à apporter, à enrichir, pour faire évoluer la manière dont la formation est faite aujourd'hui. Et je crois que même Segos, ça représente 2% du marché. Donc, c'est un très, très grand marché, mais il faut réussir à émerger avec une proposition de valeur forte, redonner encore une fois envie aux gens de se former. Et je pense que la manière dont on a pris le sujet et le démarrage qu'on a est très prometteur. Et c'est aussi un enjeu, je pense, national et européen, en fait, parce que former les talents, c'est quelque part préparer la France, l'Europe à la compétition internationale. C'est s'assurer que nos entreprises, nos marchés, nos économies vont rester innovants, compétitifs et vont être ceux qui vont peser demain à l'échelle internationale à un moment où les États-Unis, la Chine sont de plus en plus protectionnistes. Donc, il y a un vrai enjeu de souveraineté, je pense. Et moi, c'est un enjeu qui m'anime beaucoup. Donc, tu vas avoir ce rôle aussi très engagé, sociétal. C'est quelque chose qui nous drive beaucoup dans l'équipe. Et donc, oui, se développer sur le marché européen, ça va être un sujet clé dans les années à venir. Après, on ne veut pas tout faire en même temps non plus. Donc, on veut finir, tu vois, de craquer le go-to-market en France. Tu vois, bien caler les cibles, les thématiques pour avoir une assise très forte. Et après, répliquer cette recette-là, cette secret sauce en Europe. On a hâte de suivre cette épopée. Bien sûr. Et puis après, je l'ai évoqué un petit peu en quelques mots tout à l'heure, mais l'IA révolutionne la manière. Enfin, tu vois, l'IA, on se contente pas de l'enseigner. Enfin, tu vois, l'IA, on en fait aussi un vrai outil de travail au quotidien pour aider à la création des contenus, pour aider à la mise en musique de ces contenus, notamment quand ça se passe online, et pour ancrer l'apprentissage dans le temps, pour prolonger l'expérience pour nos apprenants et faire en sorte d'ancrer ces compétences sur la durée. C'est-à-dire qu'après la session, ils ont des petits reminders. Ils auront. Bientôt. Voilà. Pour l'instant, on va parler au futur, mais ça fait partie des chantiers. Okay. Exactement. Ils auront des capsules, des quiz et des micro-learning qui leur permettront d'ancrer cet apprentissage. Pratique. C'est vrai que c'est des choses qui sont aussi beaucoup, je crois, en coaching aussi, ça, après des sessions d'ancrer les rituels, les choses qu'on a apprises. Non, mais c'est la répétition dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Donc ça fait une très belle feuille de route pour Pollen et encore une fois des deux côtés, et du côté trainer, préparation des contenus, et du côté apprenant.
Et c'est ça qui est passionnant dans notre activité. C'est qu'on a encore aussi tout à inventer, parce que c'est un secteur qui est un des secteurs les plus bouleversés par l'IA. Par l'IA, complètement. Et tout à l'heure, tu disais, une de nos missions, c'est de réenchanter la formation. Quand on se fixe cette mission, on ne fait pas que faire de la formation, mais il y a aussi toute une activité d'évangélisation pour dire non, la formation, c'est pas qu'un truc poussiéreux et pénible à suivre. Au contraire, nous, on va faire différemment. Donc, il y a toute la communication que vous faites autour du produit en tant que tel, mais il y a aussi la communication, j'ai envie de dire, d'un stade au-dessus pour parler de cette nouvelle manière d'envisager la formation et de finalement continuer à apprendre toute sa vie. Ça, vous le faites à travers les super masterclass dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a d'autres choses que vous mettez en place pour justement dépoussiérer cette image de la formation ? Ouais, ça passe beaucoup par la mise en avant de nos trainers, qui eux-mêmes sont je pense, c'est les meilleurs ambassadeurs de Pollen et de ce qu'on fait. Et après, il y a accentuer sur mettre l'accent sur la prise de conscience des talents, de la nécessité de se former tout au long de la vie. Donc, sur l'obsolescence rapide des compétences. Et donc, on envisage là de lancer un baromètre sur ce sujet. Pareil, c'est un des chantiers de l'année. Et est-ce que, petite question subsidiaire, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail, parce que si on se dit c'est 6-18 mois l'obsolescence ça va vite en fait, c'est-à-dire un premier job et on est déjà passé à côté, tu sens qu'ils sont plus sensibles au fait de se reformer plus facilement, peut-être aussi parce qu'aujourd'hui sur YouTube t'as des formations de tout entre guillemets et n'importe quoi et tu peux te former en fait à des choses et certains apprennent la guitare, le piano, comme ça, tout seul. Est-ce que il y a des habitudes en fait de consommation qui sont différentes d'un cadre qui a 45-50 ans dans une boîte ? Ouais, je pense qu'il y a encore plus l'envie d'apprendre de ses pairs. Enfin, tu vois, si tu fais le parallèle, il y a une appli, je sais pas si tu la connais, qui fonctionne hyper bien pour réviser son bac, qui s'appelle Révise. Où c'est d'autres étudiants qui vont se filmer en train de craquer le problème de maths ou le sujet d'histoire qui révise pour le bac. Et donc cet apprentissage entre pairs, c'est quelque chose qui est beaucoup ancré dans leur manière d'apprendre et de progresser. Et en plus, quand tu commences à bosser, tu as cette envie de rencontrer des gens qui font le même métier que toi, mais dans d'autres entreprises. Parce que tu te demandes comment c'est ailleurs, tu as envie de rencontrer d'autres collègues. D'aller chercher les best practices. Exactement, tu es hyper curieux, tu réfléchis peut-être à ton prochain job, etc. Donc cette envie de se constituer un réseau, de l'élargir et de s'aérer par rapport à sa boîte, c'est quelque chose qui est très, très valorisé aussi chez les plus jeunes. Donc ouais, je pense que ça correspond beaucoup au mode d'apprentissage émergent. Exactement. On va faire un petit flashback sur tes expériences, parce que si tu es arrivé à Pollen et tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, c'est parce que tu as eu d'autres expériences avant qui t'ont amené là. Et en t'écoutant, en fait, je me suis dit, tiens, c'est rigolo, parce que Julie, elle a un peu le business model traditionnel du média, c'est-à-dire le média qui fait de l'événement et puis qui après fait de la formation. Et en fait, en t'écoutant, je ne l'avais pas du tout intégré, mais en fait, en t'écoutant, je me dis, en fait, c'est un média à part entière. Parce que c'est souvent ce qui se passe pour le média. Donc, comme je le disais en introduction, tu en as parlé tout à l'heure. Alors, tu as commencé chez Canal+, puis tu es parti aux Échos. Aux Échos, tu as monté un premier média digital, les EchoStart, qui avait pour ambition d'aller capter une audience plus jeune, plus millennials, et complètement digitale. C'était en 2014 ? Ouais, on l'a lancé en 2015. 2015. Si tu veux les relancer aujourd'hui, les EchoStart, dans le contexte médiatique actuel, qu'est-ce que tu ferais ? Je pense que la question à laquelle on voulait répondre avec les EchoStart, elle est toujours hyper d'actualité et même criante. Enfin, c'était parti d'un constat de se dire, aujourd'hui, les jeunes, ils ont du mal à choisir leur métier, à s'orienter professionnellement. Du coup, ça crée une distance vis-à-vis de l'entreprise où on a de plus en plus qui se disent « Ok, en fait, moi, je vais prendre un job alimentaire et je vais chercher à m'épanouir à côté. » Et moi, c'est pas du tout ma conviction et ma perception de la vie professionnelle. Je pense qu'on peut s'éclater dans sa vie professionnelle à condition de faire les bons choix et de pas suivre une voie toute tracée que
Soit tes parents ont tracé pour toi, soit la vie a tracé pour toi, soit les contraintes ont tracé pour toi. Mais c'est en fait toujours se dire, OK, qu'est-ce qui m'intéresse, à quoi j'ai envie d'être utile, en quoi est-ce que je crois, où est-ce que je peux avoir un impact, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre à faire. Et en fait, en se posant toutes ces questions-là, de faire un choix en conscience sur, OK, du coup, je veux que mon métier, ce soit ça. Et je veux chercher à m'épanouir dans mon métier, comme je m'épanouis dans ma vie personnelle à côté. Et donc, tu as besoin d'expliquer aux jeunes ce que sont les entreprises, ce que sont les métiers, ce que sont leurs enjeux, comment ils évoluent et comment tu te prépares à les rejoindre. Et ça, je pense que c'est toujours un truc très, très, très d'actualité. Welcome to the Jungle, qui s'est lancé à peu près au même moment que les EcoStart, contribue à répondre à cette problématique-là. Et franchement, je pense le fait bien. Mais les échos, pour moi, c'est un des acteurs les mieux placés pour parler de la vie économique en France, parce qu'une connaissance très fine des enjeux des entreprises, mais un challenge de se dire comment est-ce que je ne parle pas au cadre sup chez L'Oréal ou chez Total, mais je m'adresse aux jeunes qui sortent d'écoles, d'universités ou qui y sont encore et qui cherchent à se projeter et pour qui on a besoin, encore une fois, je vais utiliser le mot réenchanter, mais pour qui on a envie de réenchanter la vie professionnelle. Mmh. Oui, qu'ils ne le voient pas forcément d'un bon œil sur l'exemple de leurs parents, par exemple, et de se dire Exactement. Cherche du sens, etc. Et l'entreprise ne m'en donne pas forcément, alors qu'il y a peut-être des faces cachées qu'ils ne connaissent pas Exactement. de l'entreprise. Quand tu l'as lancé, il n'y avait pas encore l'avènement d'Instagram, de TikTok. YouTube existait bien évidemment déjà, mais peut-être oui, moins. quand même. Oui, je suis pas si vieille. Non, mais je sais, t'inquiète, j'ai les mêmes... j'ai les mêmes à peu près références que toi. Aujourd'hui, on dit que les jeunes, quand je dis les jeunes, j'ai l'impression d'être hyper vieille, mais on dit que comment on les appelle, les millennials encore, ou on est passé c'est plus nous, les Gen Z. La Gen Z, Gen Z, pardon. Se renseignent surtout par les réseaux sociaux. L'approche aurait été différente, tu penses, si tu lançais aujourd'hui, en 2025, les EcoStart? Clairement, on aurait été encore plus présents sur les réseaux sociaux et puis sans doute pas les mêmes. Quand on s'est lancé, on était très présents, nous, Start, sur Facebook. Aujourd'hui, ce serait forcément beaucoup plus TikTok, Insta... parce que tu vas chercher l'audience là où elle est et que le challenge pour les échos de lancer les EcoStart, c'était pas tant sur l'accès aux décideurs économiques, à ceux qui peuvent parler de leur entreprise et la connaissance de l'entreprise, c'était l'accès à la cible jeune, puisque c'était le challenge pour l'entreprise, pour les échos, c'était de se dire comment est-ce que je prépare ma future génération de lecteurs. Donc une approche qui serait sans doute beaucoup plus réseaux sociaux aujourd'hui. Drivée par les réseaux sociaux avec des formats très courts, clairement. Alors pas forcément les EcoStart, mais le média, j'ai envie de dire, plus traditionnel, globalement, a tendance quelquefois à un peu glamouriser l'entrepreneur et l'entrepreneuriat. Toi, t'en penses quoi de ça ? C'est vrai. Après, je pense qu'on a eu besoin de ça, parce qu'en France, il y a encore 10 ans, on n'avait pas assez d'entrepreneurs. Tu vois, si tu te comparais par rapport à la taille des écosystèmes US, tu vois, ils ont démarré 20 ans, 30 ans avant nous, quoi. On avait très peu d'entrepreneurs, ça faisait peur. Même si tu regardais les appétences des jeunes, il y en avait beaucoup, il y a encore 10 ans, 20 ans, qui voulaient devenir fonctionnaires. Aujourd'hui, tu en as de plus en plus, et c'est tant mieux, qui ont envie de devenir entrepreneurs, de prendre des risques... ils ont une idée, une envie, et ils se disent « Ok, je vais essayer de la réaliser », et c'est comme ça qu'on fait bouger plein de secteurs. Donc ça, je trouve ça génial d'avoir réussi à réinsuffler dans ce pays un esprit entrepreneurial, de l'audace, de la prise de risque. Avec tout un écosystème aussi qui s'est structuré dans les 10 dernières années. Exactement. BPI, Station F, Vivatech, et d'autres, et beaucoup de médias qui ont contribué aussi. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus, et je pense qu'on a atteint les excès en 2021, 2022, à ne communiquer que sur des levées de fonds, des parcours incroyables. En fait, en vrai, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que tu as quand même une boîte sur 3 qui, dans la première année, dans les 2 premières années, se plante. Les levées de fonds qui ont été divisées par 2 par rapport au pic de 2022, que tu as des sujets sur comment tu préserves la santé mentale des entrepreneurs, et que, en vrai, c'est dur de monter sa boîte. Mais
Et ça, je pense qu'il faut en parler. Et il ne faut pas montrer que les super belles histoires. Mais pas que le côté paillettes. Pas que le côté paillettes, non. Et je pense que c'était très important de le montrer pour donner envie aux gens. Et maintenant, il faut un peu plus montrer la réalité, à la fois pour que les gens se lancent en tant qu'entrepreneurs en connaissance de cause, mais aussi pour s'assurer que la Startup Nation ne soit pas décorrélée de la vie réelle et de l'économie réelle. Et ça, je pense que c'est bien de ramener un petit peu les pieds sur terre à tout le monde, y compris aux plus successful de notre écosystème. Et je pense que la douche froide des levées de fonds de ces dernières années, ça a été hyper dur parce qu'il y a eu plein de boîtes qui sont parties au tapis ou qui ont licencié massivement, etc. Mais ça a remis un peu des fondamentaux de l'économie réelle au cœur des préoccupations. La rentabilité, le partage de la valeur, une approche un peu plus pragmatique. Et puis ça a aussi, je pense, remis au clair certaines idées chez les VC qui ont aussi contribué un peu à insuffler ce biais-là, qui a fait du bien en général aussi. À l'écosystème en général, en effet. Et donc après les EcoStart, tu as monté, alors que tu étais encore aux Échos, puisque c'est une association, les Échos et Publicis, ce qui est devenu le plus grand événement de la tech et de l'innovation mondiale. Vivatech, pour les intimes, comme je l'avais dit avec Dorothée Pinot-Valencienne, que j'avais eu à ce micro aussi. Vivatech, t'as pas encore 30 ans, je crois, à ce moment-là. Comment, en fait, comment ça se passe, tout ça? J'avais monté les EcoStart aux Échos et du coup, j'avais travaillé main dans la main avec le DG et le PDG de l'époque, Christophe Victor et Francis Morel. À un moment, Francis Morel croise et donc ça s'était très bien passé, on bossait hyper bien ensemble, je pense j'avais gagné leur confiance. Et Francis Morel reçoit Maurice Lévy à un événement, les Échos pour les lecteurs, témoignage de grands patrons, Maurice Lévy qui va parler aux lecteurs des Échos de son parcours, etc. Jusque-là, voilà, classique. Small talk dans les coulisses. Alors, et c'est quoi vos projets en ce moment? Et vous, c'est quoi? En fait, les deux avaient comme projet de monter un événement consacré à la tech, à l'innovation, aux startups, dans leur carton depuis un petit moment, mais qui ne s'était pas encore concrétisé. Et ils se sont dit, OK, parlons-nous. Et là, rapidement, s'est constituée une petite équipe, donc sous la houlette de Francis et Maurice, constituée de 4 personnes aux Échos, 4 personnes à Publicis, pour étudier l'opportunité de créer une JV ensemble et de réellement faire ce plus grand événement consacré à la tech, aux startups et à l'innovation en Europe. Et en fait, tout a été extrêmement vite. On s'est, je pense, très vite, il y a eu une vraie symbiose entre les équipes, une vraie envie de faire... une incitation à l'audace et à la prise de risque aussi de la part des deux dirigeants qui a été géniale, parce que franchement, c'était quand même un énorme pari. 6 semaines plus tard, on se retrouvait à faire une conférence de presse pour annoncer que Vivatech aurait lieu 6 mois plus tard, que ça ferait 45 000 m² et que ce serait rapidement le plus gros événement Startup et Tech en Europe. Là, tu réalises ce qui se passe ou pas? J'ai peu dormi pendant ces 6 mois. Au début, moi, j'avais jamais fait d'événementiel, donc j'étais à 45 000 m². Bon, c'est plus... C'est grand. Ton appart, c'est grand, sûr. Voilà, tu vois, c'est ça. Tu sais, t'as les ratios pour tes recherches d'appartement, quoi. Tu vois, 50, 100 m², tu vois à peu près. 45 000, t'es là, ouais, ça a l'air très grand. Je vois pas bien, mais ça a l'air très, très grand. Et là, 6 mois, vraiment dans notre cave, hein, on va pas se mentir, à se dire, OK, maintenant qu'on a dit qu'on allait le faire, il faut vraiment le faire. Donc, il faut aller chercher des exposants, des innovations dans le monde entier, des startups dans le monde entier. Et une fois qu'on a... Donc ça, c'est toute la première phase qui a quand même été un gros challenge autour de la promesse de se dire il faut que tout cet écosystème innovation travaille ensemble. Aujourd'hui, les startups sont dans leur coin, les grands groupes sont dans leur coin, les instituts de recherche sont dans leur coin. Il n'y a pas assez de passerelles qui sont créées. Or, l'innovation, elle est portée un petit peu par tous ces acteurs-là. Et en fait, en mettant ensemble et en étant un catalyseur de rencontres, d'échanges et de collaboration business entre ces différents acteurs-là, on va considérablement accélérer
la transformation digitale des grands groupes, l'émergence d'un écosystème start-up beaucoup plus conséquent et qui va être à même de demain porter des champions européens. Et on le fait au travers de conférences, de rencontres, de dîners, d'ateliers, etc. Et donc, une fois qu'on a eu rassemblé, tu vois, un petit peu, encore une fois, toute notre offre, on s'est dit, OK, mais maintenant, est-ce qu'il y aura des gens dans les allées ? Est-ce que des gens vont venir voir ces innovations on avait, par exemple, la première Google Car qui avait jamais, qui était encore un prototype, qui avait jamais traversé l'Atlantique, qui a été présentée la première année à Vivatech. On avait des startups qui venaient d'Israël, de Singapour, du monde entier. Déjà, vous aviez réussi à les convaincre de venir. Ouais, on avait mobilisé tous les réseaux, on avait fait des roadshows dans tous les pays pour aller pitcher Vivatech. Le fait qu'on soit adossé à Publicis et aux Échos aidait aussi beaucoup à crédibiliser. Mais c'était quand même beaucoup du performatif, tu sais. C'était à force de dire qu'on va être le premier événement, on va y arriver. Mais c'était des angoisses, franchement, jusqu'à la veille de Vivatech pour savoir s'il y aurait des gens dans les allées. Ouais. Et il y a eu des gens dans les allées quand on a ouvert nos portes le 30 juin 2016. Et c'était génial. C'était génial. Donc voilà, je me suis retrouvée là-dedans pour répondre à ta question initiale parce qu'au tout début, donc le PDG et le DG m'ont dit « Ouais, regarde, on a ce projet. Regarde un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu penses que... comment tu vois le sujet ?» Et en fait, très rapidement, j'ai sauté sur cette aventure. Et en fait, j'ai pas relevé la tête en 8 mois parce que j'ai été happée par l'aventure Vivatech et j'ai adoré. Et j'en ai pris la direction générale à la fin de cette première année, à la suite de Christophe Victor et d'Axel Daucher, qui avaient été deux leaders géniaux pour créer cette aventure. Pour lancer cette première édition. Et puis, il y a eu les suivantes qui ne se ressemblaient pas. Et tous les ans, plus de mètres carrés. Tout à fait. Mais maintenant, tu savais au moins ce que 45 000, ça voulait dire. Exactement. Je visualisais un peu mieux. 7 ans, je suis restée 7 ans. Et chaque année, effectivement, a été très différente. Il y a eu au début une phase d'hypercroissance où les 4 premières années, on grossissait un peu plus chaque année. On était de plus en plus internationaux. Et c'était génial. Tu m'avais dit, quand on s'est parlé au mois de mai, que ton meilleur souvenir, c'était l'ouverture, justement, de la première édition. Ouais. Le fait que vraiment ce en quoi ce rêve qu'on avait fait 7 mois plus tôt se concrétisait. Se concrétise. Et des gens vous suivaient. Exactement. Et avec un travail aussi collectif de l'équipe initiale de Vivatech qui a été génial. Et on est tous restés hyper proches, hyper soudés. Et d'ailleurs, dans mon équipe pollen aujourd'hui, j'ai 2 personnes des premières années de Vivatech qui m'ont suivi. Qui t'ont suivi, qui sont rejoints. Exactement. Ça a créé des liens hyper forts. Après, phase de Covid, où là, ça a quand même duré 2 ans d'incertitude avec la nécessité d'annuler 2 mois avant l'événement. On en a bossé pendant 10 mois sur un événement. Tu vois, à Vivatech, au bout d'un moment, c'est une équipe de quasiment 70 personnes, quoi. Donc 70 personnes qui bossent pendant 10 mois sur un projet et tout s'arrête du jour au lendemain. Donc forcément, ça a été un peu dur. Après, le Covid Vous avez pris la décision au moment de... Parce qu'on a été confinés en mars. Ouais, concrètement, au moment de l'annonce du confinement. Au moment de l'annonce du confinement. On savait que, le confinement, il l'annonçait pour plusieurs semaines. Tu voyais comment la situation évoluait ailleurs. On se disait, OK, en fait, dans 2-3 mois, on n'en sera pas sorti. Et en fait, tu te mets aussi à la place de tes partenaires, des exposants, des visiteurs. Tu te dis, en fait, ce ne sera pas leur préoccupation numéro 1. Là, en fait, il s'agit de sauver des vies, de sauver son entreprise. Donc, la priorité, ce sera de participer à la reconstruction, mais on n'était pas encore dans la phase de reconstruction. De reconstruction, non. Et donc après, on s'est dit... Et celle-là, vous avez déjà switché sur quelques conférences en digital ou On a fait quelques petits trucs, mais on n'y croyait pas trop à passer Vivatech Online. Pour le coup, ça, c'est une des convictions que j'ai depuis très longtemps et qui était partagée d'ailleurs avec Maurice Lévy, Francis Morel, Pierre Louette. C'était de se dire l'événementiel... Je n'ai jamais pensé que ça disparaîtrait et que ça deviendrait 100% digital. En fait, c'est marrant, 3 fois d'appuyer. À un moment, il y avait un truc, tu sais, de chatroulette sur les événements digitaux où tu appuies sur un bouton et tu tombes, tu tombes avec des gens en face, tu sais pas qui c'est et tu dois commencer à discuter.
en fait, ça marche pas, ça prend pas, ça saoule tout le monde. Alors que la beauté des rencontres fortuites dans les allées d'un événement. C'est sûr. Et où en fait naissent des super idées de collaboration, de partenariat, où juste tu confrontes des idées parce que t'es pas d'accord, c'est génial. Donc 2020, année blanche. 2020, année blanche. 2021, on se dit, on va y retourner, on va participer à la reconstruction. Avec parce que une jauge. Vivatech, d'abord, on ne savait pas, mais parce que Vivatech est un vecteur de connexion business, de business, et l'économie a besoin de ça. Donc on se dit, on y croit, on va y aller. On ne sait pas sous quel format, mais on va y aller. On a eu le go seulement 8 semaines avant l'événement. Et puis, je me souviens. Déjà, on était quand même contents. Le go est venu le jour de mon anniversaire. Donc, ça, c'était un magnifique cadeau. Mais en disant, OK, vous allez pouvoir ouvrir vos portes avec du présentiel, mais jauge de 5000 personnes, sachant qu'on avait quand même accueilli jusqu'à 100 000 personnes les années précédentes, enfin 124 000 même. Et passe sanitaire obligatoire, sachant que personne n'était encore vacciné à ce moment-là. Oui, je me souviens. Là, branle-bas de combat logistique encore plus compliqué que d'habitude. Installer des temps de Covid à l'entrée du Vivatech pour que tout le monde puisse faire des tests ou présenter son test. Sécuriser d'un point de vue sanitaire toutes les allées. Gérer, en plus de ça, tous les risques qu'on avait toujours. Mais tu vois, géopolitique, sécurité... et de remplissage. Parce que tu ne savais pas quelle allait être l'envie des gens de reparticiper à des événements, surtout dans un contexte où le Covid n'avait pas disparu. Exactement. Mais on est revenu, on a été le premier événement à revenir, et je pense qu'encore une fois, cette audace a été saluée parce que ça a renforcé notre marque, qui était encore jeune et fragile à l'époque. On n'avait fait que 3 éditions de Vivatech. Tu vois, si on avait disparu de la circulation pendant plus que 2 ans, ça aurait été dur après, de revenir. Donc, je pense que ça a été hyper dur pour toutes les équipes, pour tout le monde, mais qu'on fait un boulot formidable. Mais on est revenu encore plus fort après. Et puis là, l'événementiel est plus fort que jamais. Donc voilà. Donc, chaque année a été très différente. Et je suis partie en 2022 avec... le sentiment de la mission accomplie, hyper heureuse de ce que j'avais construit avec toute l'équipe à Vivatech, mais l'envie de passer de l'autre côté de la barrière et d'être à mon tour, après avoir été intrapreneur 2 fois, entrepreneur, et de redémarrer from scratch. Une nouvelle expérience. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai une nouvelle question pour toi. Vous avez un message. Bonjour Julie, vous m'avez quitté et ça c'est bien dommage et j'aimerais savoir si vous êtes contente de votre rêve, si vous l'avez bien réalisé et si vous êtes heureuse à faire La Petite Abeille. Donc cette voix. Je la reconnais entre mille, c'est Maurice Lévy, de qui j'ai énormément appris pendant 7 ans. Et que je remercie aussi pour son soutien d'ailleurs dans les débuts de Pollen, puisqu'il a intervenu dans une de nos premières master sessions et c'était génial. Et je suis très heureuse dans mon aventure Pollen. Quitter Vivatech, honnêtement, c'était un super job avec des patrons que j'aimais beaucoup. C'était génial. Donc, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Une super équipe, une super ambiance, Exactement. Succès. Exactement, tout ça. Donc, se jeter dans le vide. T'avais déjà l'idée de Pollen à ce moment-là ? Ouais, j'avais l'idée. Non, pas structurée comme ça, mais j'avais l'idée. J'avais l'idée de l'éducation, de la formation. Et tu sentais que c'était le moment de passer de l'autre côté ? Ouais, je sentais que pour moi c'était le bon moment parce que Vivatech était reparti sur des super rails. On avait fait une super année 2022, donc j'avais envie de changement. Redescendre tout en bas de la chaîne alimentaire, c'est pas facile au début. Enfin, tu vois, tu te dis ok, je vais redémarrer de zéro, tout le monde va m'avoir oublié, ça va être dur, je vais devoir refaire des trucs hyper concrets, opérationnels et tout. Mais en fait, en vrai, j'avais envie de ça, j'avais besoin de ça, je pense. Puis personne t'avait oublié. Non. Non, mais c'est vrai. Enfin, ça, et puis j'étais heureuse aussi via Pollen, en fait, de reconnecter avec que ce soit mes clients, les entrepreneurs, l'écosystème que j'adore. Mais t'as fait l'annonce peu avant l'édition de Vivatech, non ? Et j'ai dit que je quittais Pollen. Non, que tu quittais Pollen. Que je quittais Vivatech juste avant. Julie revient. Non. Juste avant la dernière édition de Vivatech, ouais. Non, mais ton annonce de Pollen. Non, je l'ai faite après. Non, après, mais
après, mais avant l'édition. L'édition 2023. Voilà, c'est ça. Oui, je me souviens de Exactement. Exactement. Je me souviens voir ton post. J'ai lancé Pollen en juin 2023, un an après avoir quitté Vivatech, quelques jours avant Vivatech. Et du coup, j'en ai profité pour en parler plus longuement à Vivatech. Mais non, donc non, je suis très heureuse de l'entrepreneuriat. C'est dur, c'est challengeant, on repart de zéro. Mais j'adore la feuille blanche. J'adore l'idée de créer un nouveau concept. J'adore l'idée de créer une nouvelle équipe. J'adore la mission de Pollen aussi. Enfin, je suis convaincue que ce qu'on fait chaque matin quand on se réveille, de transmettre par les meilleurs, c'est quelque chose de fondamental pour les individus pour progresser, pour la société. Et puis moi, j'ai eu de la chance d'apprendre aussi aux côtés de Maurice, d'apprendre à rêver grand, à avoir de l'audace, à être ambitieux. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup forgé, je pense. D'apprendre à être exigeante aussi et à travailler dans un contexte très exigeant où on doit prendre des décisions très rapides. J'ai beaucoup appris et j'ai eu envie de répliquer cet apprentissage par des pairs derrière aussi. C'est une belle manière de transmettre. Et ça va me faire le lien tout fait avec la question surprise d'après. Vous avez un message. Salut Julie, c'est Vincent Huguet. Écoute, je voulais savoir, tu as été 2 fois une brillante intrapreneuse. D'abord au sein du groupe Les Échos, tu as lancé les EcoStart et puis ensuite tu as lancé Vivatech, succès incroyable. Et je voulais savoir maintenant que tu es entrepreneuse, quelle différence tu vois entre ces 2 modes de travail? Quelle différence ça fait pour toi au niveau professionnel, personnel? Est-ce que c'est plus dur, moins dur? Voilà, à bientôt, salut. Et ça, il l'a dit. C'est Vincent Huguet, que j'aime beaucoup, qui nous aide beaucoup au quotidien avec Olivier et toute l'équipe sur Pollen, avec ses conseils hyper pertinents. Franchement, alors il y a des trucs qui sont très similaires sur motiver une équipe, partir de zéro, avoir sa feuille blanche, itérer un peu au début, chercher ta cible, tes clients, définir ta proposition de valeur, construire les valeurs de ta boîte aussi. Donc ça se retrouve pas mal et ça, c'est 2 choses que j'aime beaucoup. Un truc qui est plus dur, c'est la gestion du cash et de la trésor et la peur de ça. Aujourd'hui... un de mes stress, c'est OK, est-ce que dans 24 mois, je suis encore capable de payer les salaires de tout le monde? J'avais pas cette angoisse-là aux Échos ou chez Publicis ou... parce que concrètement, je savais que ça allait aller. Voilà, ça allait aller et qu'à la fin, peut-être que je ferais pas mon budget et que du coup, peut-être que mon projet... serait obligé de s'arrêter et que ce serait hyper triste, mais que mes équipes auraient toujours un job demain. Donc franchement, ça c'est le gros stress que j'ai en plus. Et le truc peut-être plus simple à gérer, c'est qu'en plus, nous, on s'est financé par des business angels. J'ai pas des actionnaires avec des enjeux de gouvernance qui parfois peuvent être complexes à gérer. Et je suis encore plus libre et plus indépendante, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, même si j'ai beaucoup appris de mes boss avant. Être 100% libre et seul capitaine à bord avec mes associés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc finalement, l'une expérience a nourri l'autre. Ouais, exactement. Et a développé l'envie de prendre cette liberté entrepreneuriale. Exactement. Ouais, et puis après, je me disais, ça va être compliqué d'avoir des boss aussi inspirants et challengeants que Maurice Lévy, Pierre Louette, Francis Morel, Christophe Victor, Axel Daucher. Donc, allez, je le fais sans filet et sans boss cette fois. Et c'est très bien comme ça. Dans toutes ces expériences, tu as croisé énormément de personnes inspirantes. Alors, au-delà de te demander laquelle t'a marqué, mais j'imagine qu'on picore et on retient des rencontres qu'on a avec des grands entrepreneurs, des grands experts, etc., des choses, des moments de vie qui te partagent à un moment donné. Quelle chose t'as retenu et quand t'as fait Pollen, tu t'es dit « Ah, ça, lui ou elle avait dit ça et ça, faut pas que je l'oublie. » Je l'évoquais tout à l'heure de Maurice, l'idée de
franchement, rêver grand et de se dire, ouais, dans 6 mois, 45 000 mètres carrés, même pas peur, on va les remplir. Et un côté très performatif de je vais y arriver. Ça, je l'ai vachement gardé et retenu. Axel Daucher, il avait aussi un peu ce grain de folie que j'aime beaucoup. Et à la fois, ouais, de faire des pas de côté, d'être là où on nous attend pas, d'essayer de voir un problème sous plein de facettes différentes. Alors parfois, ça le complexifie, mais souvent, ça permet de trouver des solutions auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Plus récemment, Nathalie Bala, qui est une de nos investisseurs et qui est une intervenante aussi régulière sur Pollen, aller dans un secteur, et c'est ce qu'elle a fait au début, où personne n'y croit, où on vous y attend pas, essayer de le transformer et de repartir de zéro. La manière dont elle approche ce sujet-là, je trouve ça aussi hyper inspirant. Pas avoir peur de rater, en fait. C'est pas grave. Et ça, c'est quelque chose peut-être... ça, c'est un gros travail à faire sur soi. Moi, je sais, d'ailleurs, c'était une des questions... Je sais plus si c'était Vincent. Non, si c'était Vincent. Un des trucs qui est dur dans l'entrepreneuriat et que j'avais moins dans l'intrapreneuriat, c'est la solitude des premiers mois. Et où là, quand t'es un peu seul face à ta feuille et que t'as peur de rater, ça peut être un peu paralysant. Et j'ai eu la chance d'être bien accompagnée à ce moment-là et d'être entourée rapidement de Vincent, puis d'Olivier et d'un noyau dur de l'équipe qu'on a constitué avec des anciens de Malte, des anciens de Vivatech qui nous ont beaucoup aidés, qui sont toujours dans l'équipe aujourd'hui, mais à définir le cap de Pollen. Ça a été fondamental. Et se forcer, après je pense que ça dépend aussi de comment est-ce qu'on réfléchit et de quoi on a besoin, mais moi je sais que j'ai besoin d'itérer avec les autres pour trouver mon énergie, pour avancer. Ça marche pas quand je suis toute seule dans ma cave. Ouais, bibliothèque, tout seul dans ta cave, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ouais, je comprends. Et donc de s'entourer des bonnes personnes qui te transmettent des ondes positives, des bons conseils et qui te donnent un rythme, c'est fondamental pour se lancer. Le contrat. Avec YouSign. Dans la vie d'un entrepreneur, il y a toujours un moment où on a un contrat décisif qui change notre vie. Alors, ça peut être le premier client, le premier salarié, l'acquisition d'une boîte, je ne sais pas. Toi, quelle signature de contrat t'as marqué, en pro ou en perso d'ailleurs, et qui a été un changement clé ou qui a été un moment important de ta vie? Là, sur Pollen, je pense que c'est mon association avec Olivier. Il m'a rejoint au bout de... ça faisait 3-4 mois que je réfléchissais à l'idée de Pollen et que j'avais commencé à bosser dessus avec 2-3 personnes. Mais je savais et je sentais au fond de moi que j'avais pas envie de le porter très seul, ce projet. Vivatech, les 3-4 premières années, on était 2 DG, Maxime Baffer et moi. Et en fait, cette co-direction, ce ping-pong permanent, c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié. Je trouve qu'on tire beaucoup de cette collégialité, du binôme, de perspectives différentes, surtout quand on a des profils différents. C'est ce que défend d'ailleurs beaucoup Nathalie Bala. Ouais, exactement. Et j'avais eu beaucoup d'échanges avec Vincent là-dessus à l'époque. Moi, je suis convaincue que je me nourris aussi beaucoup de ça et que je tire ma force de ça et que Pollen a si bien décollé ces 18 premiers mois, autant grâce à Olivier qu'à moi. Donc ouais, je dirais ce contrat-là. D'association. Et vous êtes rencontrés, vous connaissiez... On était ensemble à l'école, okay. Mais on s'était un peu perdus de vue. Et en fait, moi, quand j'avais lancé Start, lui, il avait lancé une boîte qui s'appelait Kudos, qui était dans un peu le Tinder du recrutement. Oui.
Et on avait monté un partenariat ensemble à l'époque, donc ça faisait, tu vois, quasiment 10 ans plus tôt, quoi. Et ça avait très bien marché, on était très contents, on avait gardé un bon souvenir, mais on s'était un peu perdu de vue après à nouveau. Et quand je bossais sur Pollen, j'avais dit à 2-3 investisseurs, ouais, je cherche un associé, je réfléchis, puis je rencontrais des gens. Et un d'eux, c'est Pierre-Éric Lebovici de Daphne. Il m'avait envoyé une liste de 10 noms, très sympa d'ailleurs. Et dedans, il y avait Olivier Xu. Et quand je l'ai revu, j'étais là, mais oui, mais c'est évident. Et je l'avais appelé. Et franchement, en 10 jours, c'était plié, quoi. C'était le bon moment pour lui. On s'est tout de suite retrouvés sur la vision, la mission. T'as pas vu les 9 autres? Non, clairement pas. J'en avais vu 2-3 autres avant où je suis là, genre, bon, je sais pas si j'ai envie de me marier avec. Là, pas de doute. Pas de doute, c'était lui. Exactement. Allez, on va passer à la partie canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? La partie où on parle plus de Julie, pas Julie, l'intrapreneur ou l'entrepreneur, mais la petite Julie. Tu rêvais à quoi quand tu étais petite ? Je rêvais pas de devenir entrepreneur à l'époque. Je pense que j'ai dû rêver successivement de devenir maîtresse, donc ce qui peut faire écho finalement à ce que tu fais aujourd'hui. J'aimais beaucoup l'équitation, vétérinaire et non, plus sérieusement, je pense que si j'avais pas fait ce que j'ai fait aujourd'hui, un des métiers qui m'aurait passionnée, c'est réaliser des documentaires. Ah ouais. Ouais. Alors après, je pense que tu retrouves là-dedans le côté aimer apprendre, mettre en lumière, comprendre le gens monde qui t'entoure, mettre en lumière des gens qui ont accompli des trucs incroyables. Mais ouais, je pense que ça m'aurait fait marrer d'être vraiment, vraiment à fond dans le contenu. Et dans l'écriture des histoires. Ouais, raconter des histoires. Exactement. Et tu avais des exemples de personnes autour de toi qui bossaient dans les médias, la tech, l'innovation ou Non, pas du tout. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment développé toute seule. Moi, mes parents sont tous les deux pharmaciens. Oui, donc rien à voir. Donc vraiment... C'est une forme d'entrepreneuriat, rien à voir. Ils m'ont tous les deux beaucoup poussé, je pense, à me dépasser. Ils m'ont donné le goût d'apprendre, de faire des études. Je pense qu'il y avait beaucoup de modèles de mon grand-père qui avait démarré... il avait arrêté ses études, il était mécanicien au sol sur des petits avions... Et il a fini, il était commandant de bord, enfin mécanicien navigant sur Concorde chez Air France. Donc, vraiment en travaillant à la force du poignet et en se formant tout au long de sa vie, puisqu'il s'est reformé beaucoup par la suite quand il a pu assumer toutes les charges financières pour ses frères. Donc ça a été, je pense, un modèle de combativité. De goût d'apprendre qui ont été assez forts pour moi. Mais du coup, c'est plus des modèles de ok, t'as un rêve, t'y vas, tu crois en tes idées, tu te donnes les moyens d'y arriver, tu valorises vachement les études pour te débrouiller, quoi. J'avais une grand-mère aussi qui était qui a un très fort caractère et qui m'a beaucoup inculqué ces valeurs-là. De sens de la détermination et de pas lâcher, quoi. Ouais. Donc c'est plus, je dirais, des traits de personnalité et des valeurs que des exemples d'entrepreneurs. Ouais. Et sur le sujet justement du média, de la tech, l'INO, c'est l'école, c'est tes stages, c'est une passion pour une émission. Il n'y avait pas encore qui va être mon associé à l'époque, donc vraiment, c'est pas ça. Non, mais il y avait déjà la Starac. Ouais. J'ai assez tôt voyagé. J'ai beaucoup aimé voyager. J'ai vécu en Turquie quand j'étais au collège avec le boulot de mes parents, de mon père. Après, à l'école, j'ai été à Barcelone, aux États-Unis, au Pérou, et j'ai beaucoup aimé découvrir un peu à chaque fois des cultures nouvelles, des mondes nouveaux. J'ai toujours été très curieuse, et je pense que c'est cette curiosité et cette envie de comprendre le monde qui m'entoure qui m'a poussée vers les médias au départ. Et après, une fois que je bossais dans les médias et que je bossais en entreprise, l'envie de mieux comprendre l'entreprise et de
d'aider les autres à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et au départ, par de l'information avec les EcoStart, après par des conférences et des rencontres via Vivatech, et aujourd'hui, une fois que tu as compris, que tu as été inspiré, c'est comment tu passes à l'action, par de la formation avec Pollen. Donc finalement, ça... Le fameux triptyque. Voilà, exactement. Finalement, tout ça se répond pas mal et ça se construit. Il y a du sens dans cette carrière. Oui, je le disais tout à l'heure, quand on parlait plus de tes expériences professionnelles, tu as eu de très fortes responsabilités très jeune. On dit souvent que le talent n'attend pas les années. Ça t'a fait peur à certains moments où t'étais tellement dans le truc de j'adore ce que je fais, je veux cet objectif et j'y vais, que on va dire la naïveté entre guillemets de la jeunesse t'a fait ne pas voir certaines choses à certains moments. Ou pas du tout d'ailleurs. Un peu des deux. Ça m'a fait peur. Après, j'avais tellement de boulot, tellement de choses à faire que j'avais pas trop le temps d'y penser. Non mais vraiment. Avec du recul, je pense que tu vas de devenir DG de Vivatech à 29 ans, un poste aussi exposé, avec autant de responsabilités, du point de vue des clients, des visiteurs, des actionnaires. Enfin, concrètement, c'était Publicis, Les Échos, LVMH, donc quand même un univers très complexe, des équipes qui étaient, tous mes N-1, ils étaient plus âgés que moi. Certains auraient voulu avoir mon job. Réussir à naviguer dans tout ça et me sentir légitime, tu vois, sur certains... J'avais jamais fait de commercial, par exemple. Je suis devenue DG du Vivatech et il y avait forcément une des gros challenges de premières années, c'était aller chercher des clients. J'avais jamais fait de commercial. Il a fallu se retrousser les manches et apprendre à le faire. Ouais. Et construire... Et j'avais l'impression, je pense, mes premières années en tant que de DG, que je devais savoir tout faire. Je devais savoir faire tous les métiers pour être légitime. Et je pense que j'ai mis du temps à comprendre que... j'ai mis du temps. Je pense que ça a été un des trucs que j'aurais pu mieux faire au début. Qu'être un bon manager, c'est pas savoir tout faire excellemment ce que savent faire tous tes N-1, mais c'est donner la direction, animer ton équipe, partager ta vision, motiver et faire avancer tout ce petit monde dans une même direction et en symbiose. Et ça, tu vois, j'aurais adoré avoir des formations en management, en leadership à l'époque pour me guider là-dessus. Parce que je me suis un peu retrouvée, allez, vas-y, toute seule dans cette piscine. Et ça a été un gros challenge. Après, je pense que j'ai suffisamment... J'avais une équipe qui était hyper forte et avec qui j'ai beaucoup parlé et de qui j'ai aussi beaucoup appris. Et du coup, on a construit derrière ensemble un modèle de direction, de gouvernance qui a hyper bien fonctionné et la plupart sont encore là aujourd'hui. Donc, c'est une super équipe hyper soudée. Mais ouais, je pense que ça aurait fait du bien au début d'avoir un petit accompagnement sur comment gérer autant de responsabilités si vite, si jeune. T'as pas du tout eu de coaching ou de... Non. T'as appris comme tu pouvais. Ouais. Et je pense que tu vois, ce manque de formation et d'accompagnement à l'époque m'a aussi... Et tu vois, cette incapacité, tu vois, je savais pas vers qui me tourner pour avoir des solutions là-dessus. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a participé à mon envie. À un moment de dire si une autre Julie se trouve dans ma situation, j'aimerais qu'elle ait les clés. Exactement, j'aimerais l'aider. Oui, parce qu'en plus, quand on devient manager, comme ça, très, très jeune, où t'es pas forcément très bien accompagné, pour avoir vécu ça, moi aussi, il y a des choses que tu fais où tu te dis, oh là là, avec du recul, tu te dis, mais j'étais complètement maladroite sur bien sûr. J'ai voulu bien faire, mais en fait, non, j'étais complètement à côté de mes pompes parce que tu sais pas, en fait. Et bon, voilà. Et donc après, il faut... Là, ce qui est hyper important, c'est de prendre le feedback. Voilà, c'est ça. De prendre le feedback, c'est dire, OK, comment je fais pourquoi déjà de réussir à créer le contexte pour qu'il y ait du feedback, de réussir à l'entendre et d'identifier ce que tu peux mettre en place derrière. Mais non, c'est un gros challenge. Et qu'est-ce que tu dirais à une jeune Julie qui, demain, à 28-29 ans, va se retrouver propulsée à un job de direction ?
Bah déjà, n'aie pas peur, on te le propose, prends-le, vas-y. Et n'aie pas peur si ça tombe en même temps que, je sais pas, ton mariage, ton envie d'un premier enfant ou... Toi, c'était le cas Ouais. Ah, en plus. L'enfant est venu un peu après, mais globalement, j'ai toujours un peu tout fait en même temps, là. En même temps, c'est des périodes de vie où globalement, t'as une tranche de vie où tout se fait toujours pendant un 10 peu ans, en même temps. pendant 10 ans, tu fais tes enfants, tu prends de plus en plus de responsabilités, et je pense que clairement, on peut réussir à tout faire en même temps. Si t'as bien choisi ton compagnon ou ta compagne qui accepte. C'est vraiment, pour le coup, tu parlais de contrat tout à l'heure, quel est le plus important. En vrai, je pense que le plus important, c'est sans doute celui que j'ai avec mon mari, de soutien de l'un à l'autre dans ses projets, quoi qu'il arrive, et qu'il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Et d'aide inconditionnelle et sans faille, quoi. Et j'aurais pas réussi à faire tout ça en même temps s'il n'avait pas été là et s'il n'avait pas pris sa part du gâteau, quoi. Notamment avec les enfants, etc. Exactement. On va en reparler. Donc conseil, c'est vas-y, n'aie pas peur, crois en tes rêves, tu vas y arriver, et écoute et trouve des gens de qui tu vas apprendre. Et ça, je pense que ça a été aussi un fil conducteur dans mon parcours. Dans ton parcours tout au long jusqu'ici. Est-ce que toi, t'as pris aujourd'hui sous ton aile un mentoré ou une mentorée ou une jeune entrepreneur ou un jeune entrepreneur que tu accompagnes d'une certaine manière, alors pas forcément comme tu as été accompagné par les dirigeants que tu as cités tout à l'heure, dont Maurice Lévy, mais est-ce qu'aujourd'hui tu as le temps de le faire, ou t'aimerais le faire un peu plus tard, ou alors, je l'ai fait beaucoup au début de Pollen, entre Vivatech et Pollen. Ouais. Je m'étais engagée dans une asso pour accompagner. Alors, c'était pas que des entrepreneurs, hein. C'était globalement des gens qui avaient besoin d'aide pour se réinsérer professionnellement. Okay. Avec Article 1 et La France Engage. Ouais. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. T'apprends énormément de choses. C'est parfois dur parce que t'aimerais faire plus, tu te sens parfois un peu démuni, ou tu vois, ça dure 1h30, tu leur as donné un peu tous les conseils que tu voulais, alors qu'en fait, t'as envie de les prendre sous ton aile pendant des mois ou des années. Et après, de manière plus proche, je pense que Robin, qui est dans mon équipe, et qui est tout autre profil, hein, mais qui a démarré en stage à Vivatech, et qui est aujourd'hui directeur commercial de Pollen, je l'ai pris sous mon aile il y a 7 ans. J'adore bosser avec lui au quotidien, et je pense que j'espère lui avoir transmis tout ce que je pouvais. Et en tout cas, c'est génial quand je vois ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je suis très très fière du chemin parcouru. Et tu peux en même temps, parce que c'est chouette d'avoir un stagiaire qui te suit dans ton aventure suivante. Et il apporte beaucoup. Tout à l'heure, tu disais, moi, j'adore rassembler des gens. C'est ce que j'ai voulu faire avec Vivatech, parce que c'était là aussi qu'il y avait des points de rencontre, etc. Rassembler des gens, c'est ce que tu fais aussi dans la vie perso ? Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien rassembler nos amis. Tous les étés, on part. On est 34 l'été prochain. Ah oui. On a le même groupe de copains depuis 34 sans les enfants, non, ou avec en comptant les enfants. Ah, en comptant les enfants, quand même. En comptant les enfants. Déjà qu'on a du mal à trouver une maison à 34. Oui. Si tu veux, si c'était sans compter les enfants, ce serait injouable. Mais ouais, et ça, c'est un rendez-vous incontournable de notre année. Et c'est souvent moi qui l'organise. Qui organise Et ça fait combien de temps que vous organisez ce... 14 ans, depuis qu'on est sortis d'école. Ouais. Ok. Donc au début, il n'y avait pas d'enfants, maintenant il y a beaucoup d'enfants. Mais c'est génial avec des chambres. Ouais, exactement, parce qu'ils grandissent ensemble. Il y a un petit côté colcose. Et on adore les voir grandir, voir nos potes évoluer. On a tous en plus des parcours assez différents. Médecins, entrepreneurs, cadres dans des boîtes. Certains qui ont fait des reconversions. Ouais, exactement. Et c'est très chouette d'avoir ce lien aussi fort. Et donc, ouais, ça, c'est le petit point bilan de l'année, et on se retrouve.
Exactement. On laisse tous les sujets pendant les longues soirées entrepreneurs. d'été. Ça fait du bien. Ouais, on essaye de pas trop parler de taf. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut que les soirées soient pas trop longues parce que les enfants se lèvent quand même dans le matin. Ouais, alors, c'est pas la semaine la plus reposante de l'année, je t'avoue. On sort de là, généralement, on a des cernes jusque-là. Et on a besoin de dormir un peu. Que vous, oui, en exactement, famille, au calme. exactement. On disait aussi que dans la formation, et on a parlé un peu sur le ton de l'humour dans la première partie de cet épisode, c'est que on a toutes et tous en souvenir un prof qui nous a, ou plusieurs d'ailleurs, qui nous a transmis quelque chose, qui a eu un déclic pour nous à un moment donné. Est-ce que toi, tu as ce prof souvenir qui t'a apporté quelque chose à un moment, un point d'éclairage ou une vocation, et dont tu voudrais nous parler? Ouais, moi, franchement, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu la chance, j'ai fait ma scolarité, j'étais au lycée Michelet, après j'étais en prépa à la Canale. À Michelet, j'avais une prof de français que j'ai adorée, qui m'a fait, je pense, adorer la littérature, la fiction, les histoires, et qui... et je pense que c'est la première matière aussi, parce qu'il y avait l'échéance du bac français, mais où là, je me suis dit, OK, allez, là je donne tout, je bosse à fond. Tu vois, jusqu'à présent, jusqu'à la première, j'avais tendance à, tu vois, bien bosser, mais pas non plus faire l'extra mile. Et là, elle savait, tu vois, trouver les mots, te recommander les bons textes, comprendre aussi quels étaient tes ressorts et ce qui allait être des moteurs pour toi. Et en même temps, en étant suffisamment exigeante pour te donner envie de te dépasser, elle m'a vachement donné l'envie de me dépasser. Et du coup, je pense que c'est elle qui m'a aussi beaucoup transmis le goût de lire, que j'ai gardé aujourd'hui. Et c'est un de mes refuges, si tu veux, le soir, quand je ferme mon ordi. Parfois, quand il est 23h, minuit... T'ouvres, quoi qu'il arrive, un livre, bouquin. Un bouquin. Ouais. Et celle qui t'a transmis aussi ce goût-là. Ouais, exactement. Mais c'est bien de trouver aussi le temps de lire, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs à ce micro qui disent « Alors moi, j'adore lire, mais alors là, j'ai plus de temps, en fait, pour le faire. » En fait, moi, c'est presque un remède, hein, si tu veux. Enfin, si je lis pas, j'arrive pas à m'endormir. Tu n'arrives pas à t'endormir. Donc, le temps, je le crée aussi. Enfin, tu vois, après, je pense que c'est hyper important. C'est partie de tes rituels, en fait. Ouais. Et de dire, bon, j'ai besoin de couper l'écran, là, et de... Ouais, de mon écologie intérieure. Non, mais je pense que c'est bien que, tu vois, de savoir. Et je pense que je la connaissais pas forcément, tu vois, non, mais allez, 5 premières années de taf, de quoi j'avais besoin. Et je pense que je pouvais me faire des tunnels de boulot un peu hardcore. Mais parce que ça, on nous l'apprend pas forcément non plus. Du tout, en fait. Et puis je pense que j'avais tendance à pas trop m'écouter. Je pense qu'en grandissant, tu t'écoutes un peu plus. Enfin, t'as un peu plus... Puis le côté un peu bon élève et j'y vais à fond. Exactement. Là, je sais que j'ai besoin d'avoir des soupapes. Alors, ma famille en est une énorme. C'est un meilleure déconnexion possible. Mais souvent, je rebosse le soir après avoir reconnecté avec ma famille. Et donc là, j'ai besoin de recouper. Et un bon bouquin, il n'y a rien de mieux. Et c'est dans les bouquins aussi que tu retrouves de l'énergie, parce que c'est vrai qu'on a un rythme qui est intense, comme tu le disais, plus les enfants, la boîte, tu te reconnectes après, etc. Il y a des moments aussi où on a besoin de souffler, d'aller rechercher des idées, d'entretenir cette créativité, etc. Alors j'imagine que les formations pollen dont tu nous as parlé tout à l'heure sont aussi des moments de respiration que tu peux avoir, mais il y a d'autres choses vers lesquelles tu tournes pour avoir justement ce côté je m'aère l'esprit. Ouais, donc la lecture en est une, et en plus pour le coup je lis majoritairement des romans, des fictions, pour vraiment me transposer, si tu veux, dans un tout autre univers, quoi. Là, je viens de finir Jacaranda, donc sur le conflit entre les Hutus et les Tutsis au Rwanda. Avant, j'avais lu la biographie de Marie-Antoinette de Zweig, donc rien à voir avec les startups, la formation, tout ça. Mais de super soupapes. Le sport en est une aussi. Le yoga, la course. Une de mes résolutions 2025, c'est l'escalade. Et ça, pareil, c'est dans ton agenda. Ouais, yoga, course, ouais.
Escalade, pas encore. Il va falloir que je trouve une place. Une petite place, il va falloir pousser des trucs. Et après, les sorties entre amis, retrouver les gens que j'aime, c'est hyper important. Et le théâtre, c'est un truc que j'aime beaucoup aussi, alors qu'il s'inscrit aussi un peu dans la continuité de le théâtre, lecture, la pratique ou aller voir des pièces de théâtre? Non, aller voir des pièces de théâtre. D'accord. Je suis dans la salle. Non, je sais pas, j'avais dit, on va avoir une annonce. Non, ce n'est pas de représentation à vous partager dans les années à venir. Je suis tranquillement assise sur un fauteuil, dans un fauteuil, et je regarde la pièce. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'essaie d'y aller quasiment une fois par mois. Ouais, donc c'est une bonne hygiène de vie culturelle pour essayer de ne pas être que dans le boulot. Exactement. Je propose de lancer cette rubrique. Parce que c'est notre projet! J'ai aussi, figure-toi, Vous avez un message. un message. Bonne année à toutes, bonne année à tous, à toute l'équipe, à toi Julie bien entendu, et puis l'équipe de Pollen. Voilà, moi j'avais une question. J'ai reconnu. Il y a un coup de baguette magique ou un remaniement, on ne sait pas, ça peut exister. Tu es ministre et quelle serait la première décision que tu prendrais pour tout justement les sujets de formation en France? Voilà, à très vite. Alors, J'ai reconnu François Bitouzet qui m'a remplacée à Vivetech et fait depuis 2 ans un boulot formidable avec toute l'équipe. et qui est partenaire de ce format. Et qui est partenaire de ce format, Voilà. sans doute, tout à fait. Et donc voilà, et donc il nous a un peu piqué la question du président, mais Ouais. sous l'angle de la formation, donc si jamais tu as le droit à 2 mesures. Mais donc c'est pour ça qu'il m'a beaucoup fait rire quand j'ai écouté sa question. Donc Julie, si tu avais une baguette magique. Alors, déjà, investir beaucoup plus dans la formation, même si le contexte n'est pas au rallonge budgétaire dans ce pays, nous l'aurons compris. Je pense que c'est clairement que ce soit l'éducation primaire, secondaire, comme la formation professionnelle, un secteur sur lequel il faut pas couper les budgets. En revanche, il faut, je pense, moderniser la manière dont on enseigne. En utilisant beaucoup plus les outils numériques et digitaux pour permettre à tous les élèves aujourd'hui d'avoir un suivi beaucoup plus individualisé et personnalisé. On a une manière d'apprendre en France dans le secondaire. Or, on a tous des modalités d'apprentissage qui sont très différentes. Et l'important, c'est où est-ce que ça nous amène et comment est-ce qu'on peut progresser. Et donc, il faut, je pense, beaucoup plus individualiser et adapter les parcours. Et l'IA est une formidable réponse à ça, en apportant du tutorat individualisé, personnalisé, qui peut être hyper pertinent, sans remplacer Le prof ou la prof. parce qu'encore une fois, je pense que c'est ce qui fait le ciment social encore plus que dans la formation professionnelle. Enfin, c'est le ciment social de nos sociétés. Donc, si demain, tout le monde apprend derrière un ordi avec un bot, ça ne marchera pas. Et déjà que la société est quand même suffisamment éclatée et sclérosée comme ça, on n'a pas besoin de ça. Donc, le rôle de l'école de fédérer des gens qui viennent d'horizons très différents et de mettre tout le monde dans dans une même salle à un moment est fondamental, mais il faut la compléter par ce tutorat individualisé. Donc, investir massivement dans l'IA pour l'éducation et pour la formation professionnelle plus. Franchement, pour éviter de créer des entreprises à 2 vitesses entre ceux qui auront adopté l'IA d'une part et ceux qui ne l'auront pas fait, qui sont peut-être soit moins tech savvy, soit plus âgés. Il faut former tout le monde de manière obligatoire à comment tu utilises des outils comme ChatGPT, Mistral, Copilot, etc. Et ça, c'est un sujet aussi, tout à l'heure, je t'entendais quand on parlait des formations qui étaient les plus demandées, et notamment sur l'IA, et je pensais aussi aux élèves qui, quelquefois, utilisent mieux et savent mieux prompter que certains profs, mais il y a un vrai enjeu de former les enseignants sur ces sujets, parce qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Exactement. Ces pauvres personnes. Exactement. Et puis de dire, en fait, l'interdire, c'est pas forcément la solution, parce que, en fait, demain, dans la vie en entreprise, ils vont en avoir besoin, et même ça augmente les gens. Et l'idée, c'est comment est-ce que ça augmente l'humain
plutôt que comment est-ce que ça le remplace, puisqu'on ne veut pas que ça nous remplace. Mais pour ne pas être remplacé par la machine, il faut savoir l'utiliser. Donc, comment est-ce que ça permet à l'enseignant de gagner du temps dans la construction de son cours, dans imaginer des exercices, imaginer des mises en situation, imaginer des ateliers, et comment est-ce que on le met entre les mains des élèves pour qu'ils en fassent un outil pour rechercher de l'information, pour itérer, pour corriger certains de leurs devoirs et pour être encore plus efficace et plus performant. Et ça, c'est un changement de paradigme. Mais pour ça, il faut informer, former pour pas avoir peur. Et c'est normal, hein. Aujourd'hui, c'est une révolution qui va hyper vite. Il y a encore 18 mois, personne n'utilisait ChatGPT. Et aujourd'hui, il y a des usages qui sont contrôlés. Parfois, il y a des erreurs, il y a beaucoup d'approximations, il y a des erreurs. Et donc, quand on l'utilise et quand on apprend aux élèves à l'utiliser, je pense que ce qui est au moins aussi fondamental que d'apprendre à utiliser ChatGPT, notamment chez les jeunes aujourd'hui, c'est d'apprendre à former, à développer son esprit critique. Surtout sur les news que je vois passer sur les réseaux qui sont pas envoyés par des médias vérifiés et qui créent des bulles de désinformation, sur les aberrations que va me remonter ChatGPT. Comment est-ce que j'arrive à prendre le pas de recul pour me dire, ok, ça, je vais peut-être challenger, je vais faire l'exercice et je vais avoir cette routine de vérifier les sources, confronter plusieurs sources pour ne pas prendre tout ce qu'on me dit pour la vérité. Et ça, je pense que c'est un énorme enjeu pour les jeunes aujourd'hui dans la formation. Dans la formation, c'est clair. En t'écoutant, je pense à un message que j'ai reçu sur LinkedIn il y a 3-4 jours. Une dame qui travaille à l'Éducation nationale, justement, et qui me disait bravo, continuez surtout vos podcasts et de nous apprendre des choses aussi intéressantes. Donc, je vois que ces gens nous écoutent aussi. Et d'ailleurs, merci pour vos messages qui nous font toujours très plaisir. Et en t'écoutant, je me dis peut-être que Pollen a un axe à développer d'aller former à l'Éducation nationale à l'IA. Peut-être, pourquoi pas. On a commencé à former sur le secteur public. On a commencé à travailler avec la région Île-de-France. Donc, non, clairement, on est prêt pour ça. Bon, Julie a lancé le message, elle est prête pour ça. Quand on s'est parlé au mois de mai, tu sais, on avait 2 téléphones, un qui renvoyait vers le futur, un qui envoyait vers le futur, un qui renvoyait vers le passé. Et on avait parlé du sujet de l'encadrement des réseaux sociaux, où tu disais, dans les années 2000, finalement, ça a été l'avènement d'Internet, puis après tous les réseaux sociaux, les années 2010, et finalement, le temps que la régulation, les lois, etc. se mettent en place, on a été un peu dans un flou artistique, ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeune génération est très confrontée à tous ces réseaux et on est un peu qu'est-ce qu'on va faire? On s'était même dit, tiens, on n'a pas hâte que nos enfants aient un téléphone portable et que nous ayons à gérer ce sujet. Il y a un peu le même sujet finalement avec l'IA aujourd'hui. On est un peu entre deux eaux, on ne sait pas trop comment ça va être demain. Ou tu le ressens pareil ou tu penses qu'on est un peu plus averti et qu'on fait un peu plus attention à ce qui pourrait se passer? Je pense qu'il y a un peu moins de risques sur l'IA vis-à-vis des adolescents sur l'estime de soi et l'estime personnelle, qui a un énorme biais des réseaux sociaux. Donc ça enlève ce sujet-là. Après, il y a un risque au moins aussi important sur la circulation de fausses informations. De la fake news et de... la mauvaise interprétation de certaines informations. Donc ça, c'est sûr que il faut le challenger et le développer. Et je pense que de chercher à... Mais après, je pense que ChatGPT amène des trucs, ChatGPT et tous les autres, mais peut développer le goût d'apprendre. Parce que... il y a ce côté un peu game, quand même, gamification. Et tu poses en permanence des questions et tu as des réponses et tu as envie de creuser un sujet. Et ça, je trouve ça génial. Parce que si tu découvres le monde, tu te poses 1000 milliards de questions sur comment telle chose fonctionne. Et tu as quelqu'un qui, en permanence, a une réponse à tes côtés. Donc, il y a une plus-value d'apprentissage et de développer le goût de l'apprentissage que tu n'avais pas, je pense, dans les réseaux sociaux initialement. Où tu es un peu plus passif et où tu scrolles. Ouais. En effet. Allez, on va passer à... Waouh!
À notre rubrique La Claque, je précise toujours qu'elle fait beaucoup moins mal en vrai que dans l'audio. Je crois que tu as choisi de nous partager une claque plutôt perso. Si les infos sont bonnes. Écoute, ouais, j'en avais plusieurs. J'ai déjà parlé de l'annulation de Vivatech, donc non, la claque plus perso et plus récente, je dirais, c'est la venue au monde de notre petit troisième, le passage à une famille nombreuse, de réussir à concilier ma vie d'entrepreneur, ma vie de famille et tout ce qu'on fait par ailleurs. Ça nécessite pas mal de réorganisation, de calme, mais c'est aussi la plus belle chose qui nous soit arrivée. Donc, et je pense que ça montre, encore une fois, je le disais tout à l'heure, que... Alors, il a que 4 mois, hein, donc j'ai pas encore... Est-ce qu'il dort? Non, pas encore. Pas encore. Et la question qui fâche. Mais ça, j'en rêve. Mais bientôt, j'ai bon espoir. Chaque nuit, je me dis, c'était la dernière. Je suis sûre qu'elle l'année prochaine, il va dormir. Chaque nuit, on est plus proche de la nuit où il va dormir. Exactement. Non, mais tu vois, je sais pas, il y a 2 ans, je me serais dit, mais inconcevable de monter une boîte et d'avoir un troisième enfant, ça va être trop dur. Bon, et en fait, on arrive à trouver le temps. Alors oui, on a des nuits très courtes, mais... je pense que c'est ça qui nous rend heureux aussi et que je pense qu'il vaut mieux avancer, pas renoncer à ses rêves, ses envies. Moi, j'avais envie d'avoir une famille nombreuse. Toi-même, t'as une famille nombreuse? Non, je suis fille unique. Ah, mais du coup, je pense que c'est aussi en réaction à ça. Ouais. Soit généralement on réplique le schéma, soit on fait famille nombreuse. Ouais. Et mon mari vient d'une famille nombreuse où ils s'entendent tous hyper bien. Nombreux combien? Génial. 4. À 4, oui, ça va. Pas mal quand même. Pas mal. Et donc ouais, non, moi c'était clairement le modèle famille nombreuse. Et en même temps, j'avais pas envie de renoncer à mes rêves de monter ma boîte, avoir un job prenant, parce que je trouve qu'on s'épanouit aussi dans sa vie professionnelle et que j'adore ce que je fais au quotidien. Et écoute, pour l'instant, tu vois, je tiens toujours debout, donc je confirme, ça ne se voit pas du tout que tu ne dors pas. Donc a priori, on arrive à faire les deux en même temps. Les plus grands, ils ont quel âge? 6, 3, 4 mois. 6, 3, 4 mois. Ouais, voilà. Ok. Et alors, est-ce que c'est une légende urbaine? Parce qu'on dit toujours que, il y a le premier, l'arrivée du deuxième, c'est un peu plus sport parce que ça demande plus d'organisation que le premier. Et il paraît que le troisième, c'est plus facile que le passage de 1 à 2. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, alors après, avec l'arrivée du troisième, en tout cas, nous, dans notre cas, on a eu la gestion du deuxième. Ouais. Qui est le sujet un peu plus challenging, et de s'assurer que tu lui trouves sa place. Parce qu'en plus, moi, c'est 3 garçons, donc c'est pas le premier, c'est pas le dernier, c'est pas la première fille, donc, tu vois, donc, et comment tu t'assures que chacun de tes enfants a sa place, son individualité, ses goûts, sa place, autant d'attention. Donc ça, c'est après, c'est un truc passionnant, tu vois, de réussir à trouver cet équilibre et à construire ça, mais ça rajoute cette complexité-là sur tes premiers enfants. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre à eux? Franchement, la curiosité et l'éveil au monde qui les entoure, je pense que c'est un truc hyper important. Enfin, tu vois, j'adore leur offrir... des livres, tu vois là, il y en a, mon aîné, il a eu une encyclopédie sur l'histoire à Noël, on adore lire ça avec lui, donc ça, et après, je pense la bienveillance, la gentillesse, tu vois, d'être des bonnes personnes, quoi, et puis après, 3, je pense, la détermination, genre, faut y aller, quoi, faut savoir ce que t'as envie de faire, et se donner les moyens d'y arriver, et se bouger, et... Ils grandissent dans un environnement où ils ont globalement de la chance, tout va bien pour eux, mais faut pas s'endormir sur ses lauriers, quoi. Il faut aussi le goût du travail, dont tu nous parlais tout à l'heure. Ouais, sens de l'effort. Et la détermination, je pense que c'est une qualité très importante que j'ai envie de leur transmettre. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Là, c'est le moment où je te laisse le micro pour nous parler d'un sujet de ton choix. Et où, je vais rebondir parce que forcément, je vais avoir des questions. je tiens à le dire, en fait. Mais t'as quand même le sujet de ton choix à traiter. Si t'as envie de nous partager une passion, un coup de cœur, un coup de gueule, ce que tu veux. Alors, si c'est coup de gueule, je pense que essayer d'avoir un petit peu de stabilité dans ce pays, en finir avec les remaniements et réussir à se projeter. Parce que je pense que, notamment quand on est entrepreneur, on a besoin
d'avoir un peu de stabilité autour de soi et d'être capable d'écrire l'histoire de ta boîte dans 3 ans, 5 ans, et de se dire qu'il va pas y avoir des changements tous les 10 minutes. Dans 3 mois, oui. Ouais, et d'essayer de mettre la peur des extrêmes un peu derrière nous, parce que c'est jamais je trouve que du coup, t'es toujours un peu... t'évolues dans un contexte un peu tendu, où il y a des crispations entre des gens, les conversations politiques sont de plus en plus difficiles, et donc essayer de retrouver de l'apaisement politique, essayer de retrouver, comme on a vu avec les Jeux Olympiques, en vrai, cette parenthèse, en fait. Tu vois, cette parenthèse enchantée où on arrive à tous refaire société et à partager une même vision. Ça, je pense que c'est et en fait, en vrai, l'élection de Donald Trump, les agitations d'Elon Musk dans tous les sens, ça ne contribue pas à cette apaiser, paix, cette sérénité, non, c'est sûr. Le contexte. Donc, je pense que déjà, c'est bien que chacun reste à sa place et d'essayer de trouver des choses qui rassemblent les gens plutôt qui les divisent. Voilà, donc ça, si je dois trouver si je dois répondre à la partie coup de gueule. Coup de cœur, je pense que, j'en parlais tout à l'heure, je pense que moi, une passion, quelque chose que j'aime beaucoup et qui m'aide beaucoup à trouver mon équilibre, mais ça va être la lecture, le théâtre, et je pense que c'est aussi quelque chose qui unit et qui permet de faire société, parce que peu importe, tu vois, d'où tu viens, quelles sont tes convictions politiques, tu partages un moment, une histoire, une expérience où tu vas rassembler les gens, qui te transporte un peu ailleurs, qui te permet de t'inspirer, de t'aérer, de réfléchir, de prendre du recul. Tu vois, donc je te parlais des derniers bouquins que j'ai lus ou une des pièces de théâtre qui m'a marquée, et pas forcément parce que j'ai passé un bon moment en la voyant, mais Compter les gens de Pomera, qui te fait te poser plein de questions. Et pourtant, elle est assez dérangeante à regarder, je trouve. Mais ça te projette dans un futur très proche où des robots humanoïdes ont pris une place prépondérante, notamment dans l'éducation des adolescents. Et en fait, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est cool d'avoir des robots qui vont t'assister, qui vont aider tes enfants à faire les devoirs, qui vont t'accompagner et tout. Et en fait, ça bouleverse les rapports sociaux. Ouais, l'équilibre aussi. L'équilibre dans une famille. Ça limite les opportunités de partage et de connexion. Bah, tu vois comment la technologie, si elle est utilisée à mauvais escient, elle peut entraver les relations humaines. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, notamment quand on bosse dans la tech, tu vois, de réfléchir à tout ça. Et la fiction, le théâtre, la littérature te permettent de te projeter là-dedans. Et je pense que c'est aussi notre responsabilité de réfléchir à ça pour éviter d'en arriver là. Ben, je te rejoins complètement. Ça fait penser à un bouquin que j'ai lu il n'y a pas très longtemps sur une histoire de robot comme ça. Et en fait, je cherchais en même temps, mais là, ça ne me revient pas, ni le nom, ni l'auteur, ni le titre. Mais c'était des enfants qui choisissaient en fait des robots comme ami. Sauf qu'il y a un jour où l'enfant n'est plus un enfant, part faire ses études supérieures, et de toute manière le robot est obsolète. Et il y a toute une réflexion justement autour de la technologie qui rentre dans ta vie, et quel lien tu crées, comment ça se casse à la fin, etc. Qui revient un peu aussi à ce que tu dis là sur cette pièce de théâtre. Et c'est vrai que ces moments de culture, si je puis dire, sont aussi des moments de réflexion sur la société dans laquelle on est. Donc, j'ai vu que tu citais Passeport aussi, la pièce de théâtre qui est un autre sujet de société. Sur les migrants. À Calais. Qui était super. J'avais pas aimé son avant-dernière pièce, à Michalik. Mais celle-là, après, ça montre un visage, je pense, un peu édulcoré de ce que peut être la vie des migrants qui se termine pas toujours aussi bien, même si c'est un petit spoiler, mais que dans la pièce. Mais hyper intéressant de montrer les parcours personnels derrière ces visages qu'on voit dans le métro, qu'on croise, et qui parfois peuvent être un peu déshumanisés, quoi. Et donc j'ai trouvé que c'était une très belle pièce, très touchante, très émouvante. Est-ce que tu as vu Oublie-moi ? Oui, je l'ai vu. Qui était très, très touchante aussi sur Alzheimer. Et le couple, comment... Je n'ai jamais autant pleuré au théâtre. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup pleuré. Et alors, chose que je ne fais jamais, c'est que... En fait, on me l'avait offert, et on m'avait dit, ne lis pas
ne lit pas le pitch, donc très bien, je n'ai pas lu le pitch. Et donc j'étais allée vraiment sans savoir du tout de quoi ça allait parler. Et à la fin, j'ai écrit aux 2 acteurs qui étaient sur scène via Instagram, que je n'ai jamais fait de ma vie, en leur disant à tous les 2, mais je n'ai jamais autant pleuré de ma vie au théâtre. Et c'était vraiment une très belle pièce. Ouais. Et très belle réflexion sur le couple. Et très belle aussi. réflexion sur le couple, en effet, sur la maladie, sur tout ce qui peut se passer. Bon, très gai tout ce qu'on est en train de raconter. Mais sinon, on aime bien aussi les romans fun. Mais tu sais ils arrivent à en faire une pièce quand même positive. Ouais. Et maintenant, à chaque fois que j'entends la chanson qui est dans cette pièce de théâtre, j'ai vraiment les poils, quoi, tu vois. et je revois cette pièce. On arrive gentiment à la fin de ce podcast et tu sais, on a cette tradition de demander aux entrepreneurs qu'on reçoit si eux, ils avaient dû mettre en avant une femme entrepreneur qu'ils admirent, ils auraient choisi qui et pourquoi. Et donc, c'est la question que je te pose à toi, Julie. C'est une très bonne question, puisqu'on n'est pas encore assez nombreuses. Non. J'en ai 2 à mettre en avant. Je sais pas si j'ai le droit. Je vais donner t'as des tous noms. les droits, allez. C'est la première de l'année. Allez, génial. Marianne Gosset, cofondatrice et CEO de The Socialite Family, qui a monté une superbe marque de déco il y a 7 ans maintenant, produite 100% en Europe, avec des super lignes. Et qui a monté ça vraiment from scratch avec son associé. Et c'est une très belle success story de tu vois comment tu arrives à créer une marque sur un secteur très traditionnel, mais comment tu le modernises, tu le transformes et tu... et concurrentiel en plus. Ouais, très concurrentiel et challenging dans le contexte. Ouais. Mais donc très belle histoire et chapeau pour ce qu'elles ont construit. Et une amie qui s'appelle Charlotte Alibert qui a monté Librinova. Il y a quasiment 10 ans maintenant, une plateforme d'auto-édition et agents littéraires pour accompagner des talents qui ont envie d'écrire et surtout de publier des bouquins, les aider à se faire diffuser et repérer par des éditeurs. Ah, génial. Ouais. Ça va intéresser une amie auditrice, je pense, ce créneau. N'hésite pas, c'est une super plateforme ce qu'elles ont développée. Eh bien, merci pour cette mise en avant. On les citera dans le podcast. Et eh bien, il me reste à te remercier pour ce moment, ce deuxième moment passé ensemble. La dernière fois, j'avais terminé mon post LinkedIn en parlant de notre épisode en disant la prochaine fois, on saura le prénom du petit. Donc, il est né vu qu'il a 4 mois. Et je sais juste que c'est pas toi qui as gagné. Sur le prénom. Exactement. Mais c'est un très beau prénom. Il s'appelle Victor. Voilà. On valide. Et bah, bienvenue, Victor. T'as une super maman. Trop sympa. Et belle continuation pour Pollen. Merci Continue beaucoup, à te former Célène. tous les mois un nouveau truc. Viens nous en reparler parce qu'on sera heureux d'en savoir plus. Quelque chose me dit qu'on devrait se recroiser dans les allées d'un événement au mois de juin. C'est possible. C'est possible. Et ailleurs, dans quelques événements de l'écosystème. Merci mille fois, Avec Julie. plaisir. Merci beaucoup, Et Célène. à bientôt. C'était super. Bye bye. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.